la mêlée a créé les 5 assets au début de cette crise qu'on connaît tous, avec différents objectifs de promouvoir les usages du numérique sous un nouveau format, ou de continuer de solliciter nos experts à la mêlée pour intervenir sur des sujets bien spécifiques, de créer un moment d'échange avec du coup tout l'écosystème de la mêlée et bien évidemment de rester connecté. Castres Mazamet Technopole, la CCI du Tarn ou encore la CMA nous ont contactés pour organiser un événement tous ensemble pour justement parler de la transformation numérique. Yann, je te laisse la parole. Je prends la parole. Merci Constance. Oui, juste un mot par rapport au pourquoi de cet atelier. En fait, nous, en tant que structure d'accompagnement basée à Castres, on est au quotidien aux côtés d'entreprises. On avait identifié avant la période épidémique qu'il y avait une vraie problématique de digitalisation pour gagner en compétitivité, mais également pour améliorer les process internes des entreprises. Et donc, la digitalisation nous semblait déjà être un outil à développer et avant de vouloir rentrer vraiment dans les détails, on voulait d'abord apporter une première couche de sensibilisation. Donc, c'était légitime pour nous de nous appuyer sur des partenaires. La mêlée en fait partie, la Chambre des métiers et la Chambre de commerce du Tarn aussi. On a confirmé auprès de ces partenaires-là le vrai besoin et la pertinence de cet atelier-là. Et c'est pour ça qu'en fait, on avait décidé de collaborer avec ces 3 partenaires pour monter cet atelier-là. Nous, tu peux passer peut-être la slide d'après, Constance. En 2 mots et sans être trop long, mais notre mission, elle est d'accompagner au développement économique les entreprises sur un périmètre donné. On a une action d'accompagnement, on a une action d'hébergement, on a une action de sensibilisation auprès de différents acteurs. Tout ça autour d'une thématique commune qui est l'innovation. La transformation digitale est en ce sens aussi une façon d'innover pour amener en fait du modernisme et de la compétitivité au sein d'entreprises qui parfois peuvent paraître traditionnelles. L'innovation digitale est un levier intéressant. Donc, on ne sera pas beaucoup plus long par rapport à ça. Vous verrez un petit peu les différents outils dans la suite du programme. Mais en gros, voilà, vous avez un petit peu nos contributions localement. Je te laisse passer pour la suite. Nous de la mêlée, c'est du coup on s'est associé à ce projet pour la mêlée en quelques mots. C'est une association qui a pour objectif de promouvoir les usages du numérique sur tout le territoire Occitanie. Aujourd'hui, on compte 550 adhérents. On a également, on a avec tous nos adhérents, pardon, excusez-moi. On compte aujourd'hui avec ces 550 adhérents 18 commissions, des groupes de travail qui se réunissent pour échanger sur des sujets particuliers et bien spécifiques et qui vont nous aider en fait à organiser ou co-organiser plus de 600 événements, du moins l'année dernière, et qui ont réuni plus de 30 000 participants au total. On a 6 grands piliers à la mêlée. Un premier pilier autour de l'entrepreneuriat avec le Start qui accompagne 21 projets depuis sa création il y a 5 ans. On a également un volet Open Innovation avec l'objectif vraiment autour des sujets d'acculturation du numérique. On a un pilier talent pour promouvoir du coup les métiers du numérique et accompagner les entreprises qui recrutent dans leur recrutement. Ouais. Tout un volet également inclusion numérique pour diminuer la fracture numérique qui existe aujourd'hui sur le territoire, une promotion du territoire en règle générale et enfin un volet transformation digitale qui va être présenté du coup par nos experts dans ce 5 à 7. On a du coup peut-être Peter, je vais te laisser présenter l'agenda du coup des 2 prochains webinaires qui sont co-organisés avec vous. Ouais, du coup, il y a 2 volets. Le premier qui est concret, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et qu'on fera aussi la semaine prochaine. C'est 2 webinaires de sensibilisation. Première session aujourd'hui, c'est un petit peu sur les enjeux, les outils et les bénéfices qu'on peut retirer à travers cette transformation digitale. Et celui de la semaine prochaine qui sera plus axé sur la méthodologie et comment mettre en place les bonnes actions en interne pour réussir cette transformation. Donc, on les a voulu volontairement
généraliste mais pratique pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations. Et le deuxième axe qui sera évoqué dans un second temps, c'est plutôt une action plutôt territoriale que nous, en tout cas sur le bassin Castres-Mazamet, on souhaitera prolonger, qui concernera en fait un accompagnement collectif et individuel d'entreprises qui souhaiteront aller plus loin dans cette démarche de transformation digitale avec une logique de formation collective et de panel d'experts. Donc ça, bien entendu, on vous donnera d'autres informations un peu plus tard, mais c'est un programme qui pourra se dérouler et qui devrait se dérouler sur la fin d'année 2020. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit peu les orientations et sans plus attendre, voilà le programme pour ce soir avec nos différents experts. On peut laisser directement Bastien prendre la suite, qui sera un petit peu notre fil conducteur pour l'heure et demie qui vient. Alors, bonjour à tous, je suis Bastien de Guty. Donc, je vais vous présenter effectivement le contexte, les enjeux et les bénéfices de la transformation digitale pour votre PME. Mais je vais aller de toute façon, on va aller plus en profondeur en fait dans ce sujet-là. Et vous allez voir, autour de cette introduction, j'ai essayé effectivement de remonter un petit peu dans l'historique de la transformation digitale et même du digital. J'espère que vous apprendrez plein de choses durant cette conférence d'introduction. Donc effectivement, l'objectif est de vous faire une acculturation à la transformation numérique, donc en partenariat avec la Mêlée, dont je suis partenaire et adhérent depuis la création de ma société. Et jusqu'à peu, j'étais encore hébergé dans les locaux de la Mêlée, mais effectivement, je suis dans un incubateur depuis quelques semaines, depuis la fin du confinement. Voilà. Mais je suis aujourd'hui en direct depuis chez moi, parce que je pense que comme beaucoup de gens, j'ai pris un petit peu l'habitude maintenant de faire des conférences à mon domicile. C'est beaucoup plus agréable. Alors, du coup, pour que vous sachiez un petit peu qui je suis, moi, je suis Bastien Engveller. Alors, pour vous dire les éléments importants, je parais jeune, mais je suis un peu plus vieux et je suis geek depuis 92. J'ai eu mon premier PC à l'âge de 10 ans. Et effectivement, je suis connecté au web depuis 96. Et ce qui fait de moi un digital natif avant l'heure, parce que du coup, je suis un petit peu plus vieux que des digital natifs qu'on a aujourd'hui, qui sont nés effectivement avec les outils digitaux. Par la suite, j'ai effectivement gagné une des plus grosses compétitions d'informatique au monde, qui est organisée par Microsoft. Et effectivement, j'ai travaillé pendant plus de 12 ans dans le numérique, l'innovation et la transformation digitale, notamment chez Valtech, comme je le citais avant, qui était une des grosses agences qui a contribué à faire la transformation digitale du groupe Pierre Fabre. Donc j'ai travaillé, c'était mon principal client avec qui j'ai travaillé pendant près de 5 ans. Donc je suis habitué et je connais bien la région. Voilà. Donc je suis également animateur de radio, une émission de radio qui s'appelle Ça marchera jamais, qui est l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. Donc c'est sur Campus FM tous les mercredis, mais vous pouvez retrouver les podcasts sur Ça marchera jamais. Et je suis également donc du coup le fondateur de la startup Guty.io, qui est effectivement, on va le voir, mais un réseau d'agents que je développe dans toute la francophonie et qui permet de faire de l'intermédiation entre des grosses structures et des petites, entre effectivement des acteurs établis et des États, des organisations internationales, des grands groupes et des petites structures, des startups, des freelances, avec des gens que nous on considère comme étant les acteurs du monde de demain. Et donc dans ce cadre-là, j'organise des programmes, des conférences, je suis vulgarisateur, formateur, j'ai fait un petit peu le tour du monde déjà pour aller faire des formations. Donc voilà, donc le pitch un petit peu de Guty, c'est innover pour de vrai dans le digital avec Guty. Voilà. Alors on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je lance mon chronomètre et je pense que j'ai déjà quelques minutes de retard. Donc, on va parler du digital. Le digital, effectivement, est un petit peu un saint graal. On en parle partout. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas le problème qu'il y a entre digital et numérique, qu'est-ce qu'on doit dire, etc. Alors, certes, effectivement, digital est la traduction de l'anglais numérique, mais digital, ça fait aussi référence à digit, ça fait référence à des chiffres. Et donc, effectivement, c'est tout ce qui, comme le numérique, c'est tout ce qui a trait à des chiffres. Et donc, comme derrière l'informatique, il y a beaucoup de chiffres, c'est pour ça qu'on a gardé le terme digital, mais sachez effectivement que c'est un petit peu la spécificité française d'utiliser digital, alors que les Américains l'utilisent moins ou l'utilisent différemment. Alors aujourd'hui, il y a un vrai buzz autour du digital. Donc je dis aujourd'hui, mais ça fait quasiment plus de 10 ans que moi je parle de transformation digitale. Et effectivement, le buzz s'amplifie de plus en plus, et notamment avec les crises qu'on a vécues aujourd'hui, etc. On comprend d'autant plus que la transformation digitale n'est pas un non-sujet. Tout le monde doit effectivement s'y intéresser, et on va voir un petit peu pourquoi. Alors j'ai fait un petit exercice de vous montrer aujourd'hui, c'est sur Wikipédia, c'est les 10 entreprises les plus capitalisées en bourse au monde.
Et donc, sans trop de suspense, on voit qu'il y a toutes les sociétés du GAFAM. Alors bon, Google n'est plus Google, maintenant c'est Alphabet, parce qu'ils ont créé une holding. Donc, il faudrait plus appeler le GAFAM, mais le AAFAM, quelque chose comme ça. Il ne faut jamais oublier Microsoft. On parle souvent de GAFA, mais Microsoft fait partie effectivement au même titre qu'Apple depuis le début de l'ère du digital. Et on voit en fait que ces sociétés sont en train de porter en fait toute l'économie mondiale. Pour vous donner un ordre d'idée, on va le voir par la suite, mais la totalité du CAC 40 française représente 1500 milliards de valorisation. Microsoft à lui seul représente 1200 milliards. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, l'économie, la valorisation en bourse de Microsoft, à elle seule, représente presque plus que tout le CAC 40 français. LVMH, qui est notre fleuron national, c'est à peu près de l'ordre de 300 milliards de valorisation. Donc, on est sur des ordres de grandeur qui ont vraiment rien à voir. Et on voit que toutes les premières places sont tronquées par des sociétés dont le métier est de travailler dans le monde du digital. Et effectivement, ces sociétés, outre d'être souvent vos fournisseurs, ou peut-être le seront dans le futur, sont également des structures qui portent l'innovation, qui portent le digital, qui portent les usages, et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on peut plus faire autrement. Alors peut-être on pourrait se poser la question, alors juste pour ceux qui ne connaissent pas, donc effectivement Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet donc, et Google, ça c'est beaucoup plus connu, Alibaba qui est le Amazon américain, chinois, pardon, Facebook, Tencent qui est le Google chinois, qui est notamment propriétaire de quasiment tous les jeux vidéo qui cartonnent en ce moment, Berkshire Hathaway qui est un fonds d'investissement qui a investi principalement dans toutes les sociétés qui sont au-dessus, qui est notamment qui a pour premier investisseur Bill Gates, et effectivement Visa qui est perdu ici, qui est la carte bleue Visa, et Johnson & Johnson qui est un leader de la pharmacie, effectivement qui sont toujours dans le tableau. Et donc si on regarde par exemple avec la crise Covid, est-ce que effectivement la crise Covid a impacté ou pas effectivement ces entreprises? Pas du tout. On voit qu'Apple est passé à 1570 milliards en l'espace de... Donc ça, c'était la fin du premier trimestre, donc au 30 mars. Donc depuis le 30 mars, Google vient de prendre la valorisation quasiment de LVMH, qui est la première société cotée en France. Microsoft est passé à 1500 milliards, donc qui, malgré avoir laissé la seconde place, est toujours dans le haut du classement. Amazon a bien progressé aussi, on imagine, tout le monde a acheté sur Amazon plein de choses. Alphabet, même s'il a moins augmenté que les autres, a bien augmenté. Et on voit que même Alibaba, qui a moins augmenté, a augmenté. Donc c'est vraiment, pour vous dire, c'est un phénomène de fond. Et même si la valorisation des sociétés ne veut pas tout dire, on imagine quand même la puissance de ces sociétés et surtout leur rentabilité, c'est évident. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en 2005, avant qu'on parle de transformation digitale, ça, c'était le classement des entreprises les plus valorisées au monde. Donc déjà, on voit que les cotations n'ont rien à voir. La première valorisation est à 380 milliards. Mais surtout, on voit que c'était beaucoup de sociétés qui étaient en lien, effectivement, avec l'électricité, avec le pétrole. On voit des BP, on voit Walmart, des supermarchés. Donc, on voit que toutes ces sociétés-là, qui étaient des sociétés établies, qui étaient sur des commerces qui existaient parfois depuis 50, 100 ans, se sont complètement fait prendre la place et ont laissé la place à d'autres sociétés. Donc, pour vous dire, par exemple, les seules sociétés européennes, donc par exemple BP, qui était valorisé 221 milliards, si je ne me trompe pas, est maintenant valorisé 60 milliards, donc n'investissez pas dans le pétrole, ou par exemple Shell, qui était valorisé 210 milliards, est aujourd'hui valorisé une centaine de milliards. Donc on voit en plus que quand le digital monte, les sociétés pétrolières descendent, et c'est pour ça que vous l'entendrez très régulièrement, on dit le pétrole d'aujourd'hui, c'est la data, c'est les données qu'effectivement on peut stocker sur ses clients. Donc ça, c'est pour vous dire, c'était Amazon au tout départ, donc il était tout seul, donc c'était même pas un salarié qui est à côté de lui, c'était quelqu'un qui était venu le voir. Donc ça fait rigoler de savoir que l'homme le plus riche du monde a travaillé pendant près de 5 ans dans un bureau tout seul avec une affiche dessinée à la bombe. C'est assez incroyable. Et donc en fait, Jeff Bezos, jamais personne n'aurait pu croire en lui, en son projet, parce que vous voyez, ça c'est la courbe des revenus qu'a généré Amazon jusqu'en 2016. Donc il faut savoir que ça a quasiment encore multiplié par 5 depuis 2016. Donc on est à des ratios de rentabilité incroyables. Mais en bas, vous voyez les pertes. Et donc, si vous étiez actionnaire d'Amazon à cette époque-là, vous auriez perdu sûrement beaucoup d'argent, qui fait que peu de gens pouvaient y croire. Mais sauf que Amazon aujourd'hui, c'est le leader du cloud, c'est le leader du e-commerce, et c'est lui qui porte une grosse partie de la transformation digitale. Et pourtant, c'est un projet pendant près de 10 ans qui a végété et auquel peu de gens auraient pu y croire.
Alors, vous me direz effectivement, des cas comme ça, il y en a plein. Moi, j'ai un exemple très concret pour ceux qui ne veulent se rendre compte du phénomène. Accor, donc, est propriétaire de millions de mètres carrés partout, d'hôtels dans le monde entier, etc. Donc, qui a un patrimoine immobilier incroyable, qui a des salariés partout, et qui fait tourner ses business, a une valorisation de 10 milliards à peu près d'euros pour un chiffre d'affaires de 4 milliards en 2019. Donc, je pense qu'en 2020, ça sera peut-être même moins à cause de la crise. Mais effectivement, on voit qu'il y a un ratio, on va dire à peu près 2, un peu plus de 2, entre le chiffre d'affaires et la valorisation. Booking.com, qui ne détient aucun hôtel, qui n'a que de l'immatériel, qui n'a qu'un site web, qui n'a aucun salarié qui travaille dans l'hôtellerie, qui n'a que des gens qui gèrent son site web, etc., a une valorisation de 77 milliards et un chiffre d'affaires de 15 milliards. Donc on voit qu'un des leaders mondiaux, je crois qu'Accor est le deuxième groupe hôtelier mondial, aujourd'hui génère moins de revenus qu'un site internet qui commercialise les chambres de ces groupes-là, et surtout est valorisé beaucoup moins parce qu'on voit que la valorisation de Booking, elle est de l'ordre de quasiment 4 fois son chiffre d'affaires. Donc vous me direz, il n'y a pas que les startups, vous n'êtes pas des startups, et le sujet, c'est pas discuter et parler de startups. Sauf que les startups aujourd'hui, c'est celles qui ont fait qu'on en est arrivé là, et c'est celles qui font qu'aujourd'hui, tout le monde essaye de récupérer le wagon. Donc pour bien comprendre les différents types d'entreprises, moi je résume souvent comme ça, en disant qu'effectivement, il y a des entreprises. Parmi ces entreprises, il y a des entreprises qui sont digitales et innovantes, qui ont fait leur transformation digitale et qui innovent. Et parmi ces entreprises-là, il y a des startups. Donc la startup n'est pas un modèle d'affaires qu'il faut répondre à tout le monde, qui n'est pas un modèle d'affaires qui fonctionne dans tous les cas, mais en tout cas, c'est un modèle d'affaires sous-jacent des entreprises digitales innovantes et qui porte une partie du marché et qui surtout crée les usages. Et c'est souvent parce qu'il y a des startups qui vont vous attaquer sur certaines de vos activités qu'il va falloir que vous soyez en réaction. Et c'est souvent parce qu'il y a des startups qui créent des usages que vous allez devoir être au même niveau dans votre système d'information, dans votre organisation. Si vos salariés ou vos clients ont l'habitude d'utiliser des outils à titre personnel qui sont extrêmement performants, ils vont vouloir attendre, dans la relation commerciale avec vous, d'avoir des outils au même niveau. Si par exemple, tout à l'heure on parlera de CRM, on parlera de plein de sujets, si quand vous contactez un client, vous ne savez pas qui il est et vous n'avez pas de fidélisation de vos clientèles, globalement, les clients vont être perdus parce qu'aujourd'hui, quand ils se reconnectent sur Amazon, Amazon a l'historique de leurs commandes, Amazon sait ce qu'ils aiment, et donc il y a une histoire de personnalisation de l'expérience client. Donc, si on regarde juste pour vous dire un petit peu la définition d'une startup, pour que vous compreniez qu'est-ce qui a porté tout ça, les startups sont effectivement internationales, elles sont scalables, c'est-à-dire qu'il y a des économies d'échelle. Une startup qui, plus elle fait de chiffre d'affaires, plus elle va aller très vite. Et effectivement, il y a l'accélération. Et donc, derrière, elles ont toutes des produits, de la propriété intellectuelle et des investisseurs. Donc, j'ai cité Google, Alibaba, Blablacar, on en a plein. Et donc, effectivement, dans ces structures-là, les sociétés ont la philosophie de dire on ne veut pas continuer à dire on a toujours fait ça comme ça, mais on veut changer le monde. Et donc, cette volonté de vouloir changer le monde, l'habitude de fonctionner, et donc il va changer un petit peu la structuration de la façon dont vous allez fonctionner. Donc vous me direz, les startups, c'est quelque chose qui est tout récent, c'est depuis que notre cher président a dit qu'on était une startup nation, et en fait, en réalité, on nous embête beaucoup avec les startups, mais voilà, c'est un phénomène nouveau. Eh ben non, pas du tout. La première startup, entre guillemets, a été créée en 1957, donc on les a appelés les 8 traîtres. Pour vous dire, c'est les 8 fondateurs d'une des premières startups qui s'est installée avec Hewlett et Packard en Californie, et c'est à cause ou grâce à eux qu'on a dit plus tard, à peu près une dizaine d'années plus tard, que la Californie était la Silicon Valley. Et donc, ces gens ont quitté une grosse société corporate pour créer leur propre structure. Donc, ils avaient tous moins de 35 ans. Et effectivement, ils ont créé Fairchild, qui est effectivement un fondeur de puces, un fabricant de processeurs dans les années 57. Et pour vous dire, ils ont donné naissance à plus de 400 entreprises par la suite, parce qu'ils ont investi dans énormément d'entreprises. Et notamment, la personne qui est à droite, Gordon Moore, qui a fait la loi de Moore sur l'augmentation de la puissance des processeurs, et Robert Noyce, qui est au milieu, sont les deux fondateurs de Intel. Donc c'est tout simplement, on pourrait dire, la première startup, ça a été Intel, et effectivement, ça a lancé un petit peu cette dynamique. Mais après, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu plein de vagues. Et un petit peu, chacun a pu choisir quand est-ce qu'il a voulu rentrer dans cette dynamique, rejoindre effectivement le train de l'innovation et du digital.
Donc, on sait que dans les années 80, je pense que beaucoup de gens les connaissent, à gauche Bill Gates, à droite Steve Jobs, qui effectivement étaient un peu les rois des années 80, avec l'invention de Microsoft et d'Apple, enfin l'invention, la création de Microsoft et d'Apple, et surtout l'invention du PC personnel, avec effectivement cette souplesse amenée aux utilisateurs de pouvoir avoir un ordinateur personnel, à domicile, etc. Donc, qui n'était pas portable à l'époque, mais qui était déjà une vraie révolution. Cette évolution ne s'est pas arrêtée là. Il y a eu dans les années 90 l'ère de la connexion. Donc, on a commencé à connecter effectivement ces ordinateurs personnels. Et donc, la France, par exemple, est rentrée un petit peu dans le game à ce moment-là, dans les années 90, avec le Minitel. Donc, on aurait pu imaginer que le Minitel devienne un standard mondial, mais il aurait fallu qu'à l'époque, la France sache ce qu'était une start-up et rejoigne un petit peu ce mouvement et cherche effectivement à faire de France Télécom à l'époque une start-up, c'est-à-dire une société avec une vocation internationale, chose qui n'a jamais été le cas. On n'a jamais essayé de vendre le Minitel international. Scalabilité, donc des économies d'échelle dans la production de Minitel, ce qui n'a pas été le cas. Et effectivement, l'accélération de la vente et du développement en fait, du Minitel, ce qui n'a pas été le cas. Le produit a été figé dans le temps. Donc, c'est une belle illustration un petit peu de comment on peut s'accaparer une technologie à un instant donné, rentrer dans cette dynamique, mais ne pas continuer dans cette dynamique à rentrer dans le jeu. Et donc, effectivement, dans les années 2000, tout le monde le sait, il y a eu le boom de l'Internet, avec des sites web qui sont arrivés dans tous les sens. Donc, vous voyez, c'était très moche à l'époque, un site web. Hein. Donc, on voit AOL à droite, qui était le premier site français le plus utilisé dans les années 2000. eBay, qui était déjà le premier site Internet. Donc, à cette époque-là, en 2000 exactement, Google n'était pas très présent. C'est plutôt AltaVista, etc. Et on voit qu'à l'époque, effectivement, les leaders qui se sont créés n'étaient pas forcément très performants. C'était beaucoup plus facile de rentrer, de faire sa transformation digitale en 2000 que de la faire en 2020. Parce qu'aujourd'hui, faire un site web, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui à l'écran. En 2010, est arrivée la méga révolution du smartphone, donc avec à gauche le fameux iPhone 1, à droite l'iPhone 2. Alors, pour la petite évolution, l'iPhone 2 était doté d'une puce 3G. Donc, l'iPhone 1 ne permettait pas vraiment avec Edge de se connecter à Internet. Il fallait du Wi-Fi. Donc, ça a été une vraie évolution pour l'époque. Et donc, effectivement, des nouveaux usages, la mobilité, la possibilité d'avoir des applications dédiées sur un device. Pour Orson Welles qui disait que dans 1984 qu'il y aurait des écrans partout accrochés au mur, il s'était trompé. Les écrans, on les achète à un prix très cher et on les garde dans la poche en permanence avec nous. Donc, c'est le contact et la connexion est encore plus étroite que ce qu'on avait pu imaginer dans les films de science-fiction. Et donc, effectivement, en 2020, arrive l'ère de l'intelligence artificielle, avec effectivement des usages comme donner vie à Mona Lisa, les voitures autonomes, les solutions de diction et les solutions de synthèse vocale et de reconnaissance vocale, et beaucoup de solutions autour de la valorisation des données, on va en reparler, mais une vraie évolution aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui amène une nouvelle révolution. Alors du coup, si effectivement on parle de transformation numérique, pour moi, on ne va pas assez loin. Parce qu'effectivement, c'est une révolution numérique qu'on est en train de vivre. C'est une révolution industrielle. On a des nouveaux moyens de communication, des nouveaux moyens de production. Il y a des nouveaux acteurs, on a bien vu, qui ont pris la place mondiale des entreprises les plus cotées, etc. Donc, on est au même stade qu'une révolution industrielle, mais une révolution numérique. Et donc, si on cherche un petit peu la définition, la révolution numérique, c'est changer le monde dans lequel on vit actuellement pour prendre en compte tous les effets de l'électronique. Et c'est là où je le dis, ce n'est pas que du numérique. Le numérique est un effet de bord de l'électronique. C'est parce qu'on a des ordinateurs et des portables qu'on a des interfaces numériques et qui fait qu'on est en train de vivre tous les changements qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus profond que ce que vous pouvez penser. Et vous allez voir, ça laisse la place à beaucoup d'opportunités, mais aussi ça amène des changements en profondeur à mettre dans vos organisations. Et donc, si on regarde un petit peu en détail la transformation numérique d'une organisation, hein, que ce soit une administration ou que ce soit effectivement une entreprise, pardon, on voit que il y a une métaphore que j'adore. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est utilisée très régulièrement pour parler de transformation digitale. C'est l'histoire une histoire indienne qui est connue. C'est 6 aveugles indiens qui sont des sages et qui n'ont jamais, vu qu'ils sont aveugles, ils n'ont jamais vu un éléphant. Tout le monde en Inde leur parle d'éléphant et donc du coup ils veulent savoir qu'est-ce que c'est qu'un éléphant et comment on peut le ressentir en le touchant pour savoir ce que c'est. Et en fait, il y a un des sages qui touche la corne, il y en a un qui touche la queue, il y en a un qui
qui touche la trompe, il y en a un qui touche la jambe, l'autre l'oreille, et chacun a un ressenti différent. Donc celui qui a touché la queue dit c'est comme une corde, celui qui a touché la jambe dit c'est un arbre, celui qui a touché la trompe dit c'est un serpent. Donc chacun a touché la même chose, mais au final, ils ont une vision partielle d'un éléphant. Et donc après, ils débattent pendant des jours et des jours pour savoir ce qu'est un éléphant. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et arrive quelqu'un qui n'est pas aveugle et qui leur dit en fait, vous avez tous raison. Un éléphant, c'est tout ça à la fois. Et c'est en vous mettant ensemble et en partageant votre vision, vous allez pouvoir comprendre ce que c'est qu'un éléphant. Mais avant tout, un éléphant, c'est quelque chose de vivant, c'est un animal et c'est gros, quoi. Et donc, avec ce petit complément d'information et avec ces éléments, les sages ont réussi à comprendre ce que c'était. Et donc, de la même façon, la transformation digitale, chacun peut y voir ce qu'il veut dedans et vous allez voir, c'est plein de choses. Et effectivement, vous allez le voir, c'est même peut-être beaucoup et ça peut faire peur ou ça peut surprendre de voir à quel point ça peut amener des incidences partout. Le premier point, c'est la digitalisation. Donc, j'ai fait exprès, j'ai mis une image de Kodak. Tout le monde sait que Kodak aurait pu être un acteur phare de l'appareil photo numérique. Ils ont refusé pour ne pas tuer leur business de la pellicule. Moralité, quelques années après, ils sortent des Kodak Express Digital Solutions. Personne n'y croit. De toute façon, Kodak ne marche plus. C'est un exemple de digitalisation ratée. Et globalement, la digitalisation, on pourrait la résumer par zéro papier, processus automatisé. Donc, c'est tous les outils qu'on va pouvoir avoir pour digitaliser ces processus. Donc, des CRM, des ERP, des solutions métiers. C'est des outils, il y en a plein. Là, j'ai mis, c'est les plus célèbres, mais effectivement, et on va revenir dessus tout à l'heure, il y aura des experts qui en parleront, mais c'est pour dire c'est tout ce qui va vous aider dans l'organisation de votre société et dans la digitalisation de vos processus. Et ça, c'est qu'un aspect de la transformation digitale parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus complet que ça. Alors, je vérifie le temps toujours. Donc, il y a un deuxième aspect, c'est la mobilité. Donc, j'ai mis un Indien parce que tout le monde le sait que les Indiens étaient nomades pour ne pas gêner trop la nature, etc. Ils se déplaçaient très régulièrement pour suivre les bisons. Et effectivement, la mobilité aujourd'hui avec la transformation digitale est quelque chose qui est quasiment incontournable. Et donc, la mobilité, elle est résumée par des outils accessibles partout et sécurisés. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les seules solutions qu'on a un peu, c'est des rêves, quoi. C'est-à-dire de croire qu'en mettant tout dans le cloud, avec des solutions SaaS, donc hébergées à l'extérieur, etc., ça résoudrait tous nos problèmes, notamment tous les problèmes de sécurité, vu qu'on relègue la sécurité à d'autres, des solutions de visio pour pouvoir effectivement faire des visioconférences à outrance, avec autant de gens qu'on veut, etc. Sauf qu'on sait que ça consomme beaucoup de bandes passantes, c'est des problématiques. Pendant le confinement, beaucoup de data centers, beaucoup de connexions Internet étaient à leur limite de leur capacité. Donc, on n'a pas encore toute l'infrastructure pour pouvoir faire ça. Et puis, il y a surtout des problèmes de confidentialité. On est sur Zoom. Je pense que tout le monde le sait que Zoom a été dérecommandé dans beaucoup d'entreprises et au niveau de l'État pour les failles de sécurité que Zoom intègre. Et également le rêve du digital nomade, c'est-à-dire de dire demain, mes salariés qui travaillent sur le digital pourront travailler de n'importe où. Donc moi, j'en connais des digital nomades, des gens qui vivent au quotidien en Indonésie, à Bali, un petit peu partout en Europe et qui se déplacent. Et on voit que tout ça, c'est des choses qui vont continuer à se développer. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces sujets-là pour arriver à quelque chose de performant et surtout de sécuriser et qui respecte toutes les réglementations RGPD, etc., qui sont associées. Ensuite, la transformation digitale amène une problématique de résilience. Donc, j'ai mis Mad Max, c'est un bel exemple de résilience quand on voit comment ils arrivent à survivre dans Mad Max. Pour la petite histoire, Mad Max est le film dans l'histoire du cinéma qui a ramené le plus de revenus pour le moins d'argent dépensé. C'est le record de rapport entre l'argent dépensé et l'argent gagné. Et donc, effectivement, c'est une autre preuve peut-être de résilience de l'équipe de Mad Max. Et donc, de la même façon, le digital amène des changements permanents, amène des nouveautés et donc oblige à une résilience beaucoup plus forte d'une organisation pour pouvoir tenir dans le temps. Et je pense que le réchauffement climatique, les problèmes liés au sanitaire, au virus, les problèmes peut-être d'alimentation demain, etc., vont obliger aussi les structures à être plus résilientes. Et donc, comment on résout ces problèmes de résilience? Avec des équipes qui sont agiles,
avec des équipes qui sont effectivement donc agiles, adaptables, des équipes apprenantes donc qui se forment en permanence, qui évoluent, et des équipes collaboratives qui la jouent collectif. Et effectivement, on casse les silos un petit peu. Et donc, pour faire ça, il y a deux méthodologies, l'agilité, donc effectivement avec Scrum, avec toutes les méthodologies qui existent, et le Lean Startup, dont on va reparler juste après, qui est une méthodologie en lien avec l'innovation, qui est un petit peu l'agilité à l'échelle d'une entreprise. Donc, c'est juste, au lieu d'avoir juste les équipes de développement qui travaillent en agile, on intègre les services marketing, on intègre le business, on intègre tout le monde. Et donc, la résilience est quelque chose d'extrêmement important, d'être en capacité de s'adapter aux changements qui vont arriver. Si on regarde en suivant, il y a une autre notion qui est beaucoup plus importante avec la transformation digitale, c'est la capacité à prendre du risque. Avant, le risque n'était pas forcément récompensé. Au contraire, de prendre du risque, c'était mal vu par les banques. Il y avait beaucoup de banques, les banques n'aiment pas le risque, mais effectivement, le risque n'était pas forcément récompensé derrière. Aujourd'hui, on est dans un monde effectivement où la prise de risque est très souvent récompensée. Alors pourquoi ? Tout simplement pour être différent et être précurseur sur son marché. Si vous ne prenez pas de risque, il est fort probable que vous vous différenciez de vos concurrents, il est fort probable que vous arriviez à gagner des nouveaux marchés, etc., etc. Et donc, les techniques qu'il y a pour effectivement prendre du risque, aujourd'hui, c'est par exemple le gross hacking, qui est une technique marketing à la limite de la légalité, et qui permet effectivement d'aller faire des nouvelles actions marketing, etc., pour pouvoir aller effectivement trouver son marché. Et il y a des techniques comme Océan Bleu, qui est une stratégie qui permet effectivement de prendre des risques dans des océans donc qui sont bleus et pas rouges, c'est-à-dire des océans dans lesquels il y a beaucoup moins de concurrence et dans lesquels on a peut-être une possibilité un jour de créer un monopole qui permettrait à sa société de pouvoir se développer et croître durablement. Ensuite, effectivement, le volet innovation. À une époque, on pouvait ne pas innover dans son secteur d'activité, quel qu'il soit. D'ailleurs, si vous n'êtes pas acteur du digital, si vous êtes même demain un artisan, tous ces sujets-là vous concernent aussi parce que vous n'êtes pas à l'abri que Amazon se mette à vendre et à faire ce que vous faites et que du coup, vous perdiez une grosse partie de votre marché, quoi. Et donc, effectivement, l'innovation devient incontournable. Et donc, qu'est-ce que l'innovation ? L'innovation, en fait, c'est une stratégie pour sécuriser et pour réduire le time to market pour aller de l'idée au marché. Donc, comment ? Très vite, si jamais vous êtes par exemple artisan, vous dire moi au quotidien, je sens qu'il y a quelque chose qui m'embête, je perds du temps à faire ça et donc je vais saisir l'opportunité peut-être parce que s'il y a d'autres gens qui ont le même problème que moi, d'aller conquérir ce marché et de proposer une solution qui va permettre de réduire tout ça. Et donc, effectivement, pour réduire le time to market et sécuriser vos projets, c'est là où on se rapproche du Lean Startup, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a une philosophie, c'est en permanence de tester, d'apprendre, de s'adapter. C'est-à-dire toujours de ne pas rester figé sur ses idées et de ne pas avoir peur, effectivement, parfois peut-être d'échouer, mais d'apprendre de ses échecs et de grandir. Ensuite, effectivement, voilà. Je vérifie. Ensuite, effectivement, le digital a amené quelque chose de nouveau également, qu'est-ce qui est customer-centric. Donc là, on le voit, c'est une boutique qui est très customer-centric. La majorité de la place dans la boutique est réservée aux clients. On voit que tous les prix sont affichés lisiblement, etc. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Amazon, etc. Ils ont une philosophie de dire on met le client toujours au centre de tout ce qu'on fait, qui fait qu'ils arrivent à une solution où effectivement les clients aiment, les clients reviennent et les clients commandent. Alors, je ne fais pas l'apologie de ces boîtes-là, je dis juste c'est la réalité de ce qui se passe dans ces entreprises et c'est potentiellement demain des concurrents indirects ou directs de vos structures. Et donc, effectivement, le fait d'être customer-centric est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, comment on est customer-centric ? Tout simplement en ayant des clients qui sont impliqués et contents. Alors, pour qu'ils soient impliqués, ça veut dire qu'il faut mettre en place des démarches. Et pour qu'ils soient contents, il faut aussi mettre en place des démarches. Il faut suivre déjà s'ils sont contents. Il faut effectivement les suivre dans le temps, etc. Et il y a des pratiques qui permettent notamment de faire ça. C'est ce qu'on appelle le design thinking, qui est une méthodologie qui permet de co-construire ses projets avec ses clients. Et il y a ce qu'on appelle l'UX, la user experience. D'ailleurs, maintenant, on parle aussi de CX, la customer experience, qui permet de faire des ateliers de façon à améliorer les interfaces qu'on peut créer ou les solutions qu'on va proposer pour les proposer à ses clients. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, et c'est très très à la mode, il faut être data-centrique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous avez en image ici le futur plus gros data center au monde.
donc qui sera en Norvège, donc qui prendra la place de premier devant le plus gros data center aujourd'hui qui est en Mongolie, qui est un data center chinois qui réunit à peu près 1 million de PC au même endroit. Et donc celui-là va être le plus gros au monde. Alors pourquoi la Norvège? Parce que pour le refroidir, c'est plus facile, parce que l'eau du fjord est froide, donc on peut l'utiliser pour refroidir les PC. Et donc ça réduit l'impact climatique du data center. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que ça va dénaturer un peu la région. Mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, la culture de la data est quelque chose d'extrêmement important. Et la data, on ne l'héberge plus chez soi. On l'héberge dans des data centers comme ça qui mutualisent les frais. Et donc, pour vous rassurer, pour l'instant, j'ai mis une petite image. C'est encore un terrain vague avec une piste de décollage. Le data center n'est pas encore créé, mais en tout cas, c'est des choses qui sont prévues. Donc, comment on est data-centrique? Tout simplement en centralisant ces données et en les valorisant. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire encore il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on a des outils et des capacités de stockage de données et des outils pour analyser les données qui font qu'effectivement, on peut mettre en place, par exemple, des stratégies IoT, donc Internet des objets, c'est-à-dire faire communiquer vos objets pour collecter de la data sur ces objets. On peut effectivement faire du big data, donc collecter énormément de données et essayer de les valoriser. Donc, on parle de si vos data rentrent dans un fichier Excel, ce n'est pas du big data, il faut aller sur des volumes de données beaucoup plus gros. Et quand on a ces données centralisées, structurées, on peut maintenant commencer aussi à faire marcher des modèles d'intelligence artificielle qui vont amener du prédictif sur vos données et vont vous aider à améliorer vos business. Il faut savoir que toutes les solutions d'intelligence artificielle qui structurent le marché de l'intelligence artificielle sont déjà existantes, sont en grande partie portées par des Facebook, des IBM, des Microsoft et des Google. D'ailleurs, le plus gros expert d'intelligence artificielle au monde est français, Yann LeCun, mais du coup, il travaille pour Facebook depuis près de 10 ans. Mais aujourd'hui, effectivement, l'IA est quelque chose d'incontournable qu'il ne faut pas laisser de côté. Il faut au moins se renseigner sur ce qui existe dans votre domaine d'activité en lien avec l'intelligence artificielle. Ensuite, effectivement, il faut être connecté. Donc, on va parler de connexion. Donc là, c'est un bar assez célèbre à Toulouse qui s'appelle Connexion, qui était une ancienne boutique Connexion, qui a gardé le nom. Je trouve ça assez drôle. D'ailleurs, cette boutique qui n'existe plus trop, Connexion de nos jours. Et donc, comment on est connecté? Tout simplement en ayant des solutions, des fronts, des interfaces web et mobiles à destination de ses clients, mais pas que, aussi de ses salariés et de ses partenaires. Et donc, effectivement, on développe des plateformes qui sont des plateformes web, des plateformes e-commerce pour vendre, des plateformes mobiles, mais également demain et de plus en plus des plateformes de réalité virtuelle. C'est-à-dire, il y a eu un énorme concert qui a eu lieu, par exemple, aux États-Unis il n'y a pas longtemps dans Fortnite, donc un des jeux avec des pistolets, etc., plutôt à destination des jeunes, dans lequel ils commencent à faire des événements et dans lequel il commence à y avoir le monde réel qui s'intègre. Et enfin, il faut être ouvert. Alors, je ne pense pas que Trump est la personne la plus ouverte du monde, mais en tout cas, il est ouvert dans son écosystème. Les gens qui l'aiment bien, il est très ouvert avec eux. Et on voit bien que dans cette photo, les deux avaient gagné à faire, c'est Kim Kardashian et Donald Trump, les deux avaient un intérêt à faire cette photo-là. Donc, c'est une preuve quand même d'ouverture et de compréhension. Et donc, comment on est une entreprise ouverte? Tout simplement en étant intégré à son écosystème. Je parlerai effectivement peut-être de la CCI, mais la mêlée, etc. D'être connecté à son écosystème, de connaître d'autres structures et de façon à pouvoir développer des solutions, notamment des API. Donc, des API, c'est des interfaces qui vont permettre de faire connecter votre système d'information avec d'autres. C'est beaucoup plus important que ce qu'on imagine parce que beaucoup de croissance, parfois, va venir de la part de partenaires à qui on aura ouvert une partie de son système d'information, va venir des partenariats qu'on va créer ou encore des joint ventures qu'on va pouvoir faire avec d'autres sociétés. Donc, c'est très important d'être ouvert. Donc, peut-être après tous ces éléments, je vous ai un petit peu perdu. L'objectif, c'était de repartir de la genèse, de qu'est-ce que le digital, d'où ça vient, pourquoi, d'expliquer un petit peu toutes ces vagues effectivement d'innovation qui sont venues les unes après les autres, de prendre conscience qu'on s'intéresse en 2020 au digital, mais que ça fait juste 70 ans que les Américains fonctionnent sur ce modèle-là et qu'effectivement la Chine, l'Europe, etc., on ne fait que embarquer le train en route. Pour la simple et bonne raison qu'il commence à impacter nos business et vos business. Et donc, c'est pour ça que du coup, on est en surréaction à vouloir rentrer un petit peu dans cette compétition. Mais pour eux, elle existe depuis très longtemps. Et effectivement, si vous voulez faire votre transformation digitale, il faut garder une vision, il faut garder un cap. Je vous ai dit beaucoup de choses, donc ça peut peut-être vous paraître un petit peu complexe. Mais en tout cas, il faut faire les choses pas à pas. Ce qu'il faut, c'est surtout éviter l'effet tunnel. C'est-à-dire, ne partez pas dans un cycle où vous travaillez pendant 1 an sur votre transformation digitale pour tout exploser
réaliser dans un an. Non, c'est pas ça. Faites la stratégie des petits pas, avancez petit à petit, essayez d'améliorer et de digitaliser votre société, de voir un petit peu tous les thèmes les uns après les autres. Ne tombez pas un petit peu dans le complexe effectivement du haut digital, bon beau digital, d'en faire trop et de sublimer un peu l'apport du digital. Sachez que ça ne va pas non plus révolutionner votre société, ça va l'améliorer sur plein de points, ça va la mettre au goût du jour, ça va augmenter votre résilience, votre capacité à réagir à d'autres acteurs, mais c'est pas tout, il y a beaucoup de travail derrière et effectivement, surtout n'oubliez pas, même les plus grands, on fait des brouillons, on travaillait par itération. Ça, c'est deux tableaux de Picasso qu'il a fait avant Guernica en taille réelle. Donc, vous imaginez quand même, pour ceux qui se souviennent de la taille réelle de Guernica, il doit faire à peu près 10 mètres le tableau. Pablo Picasso a pris le temps de faire 2 tableaux en taille réelle avant. Donc, n'hésitez pas à faire des brouillons avant de passer sur les choses définitives et d'avancer par itération pour arriver à un résultat pertinent, quoi. N'essayez pas directement de faire Guernica dès le début, vous n'y arriverez pas. Et d'ailleurs, vous voyez, si vous regardez l'évolution du dessin, il y a pas mal de choses qui sont très jolies dans Guernica qui n'étaient pas au départ dans le tableau. Donc, s'il n'avait pas fait ces brouillons, il n'aurait pas atteint ce résultat. Voilà. Donc, petite citation pour finir, la simplicité est toujours préférable à la complexité. Si vous êtes perdu, faites au plus simple. En général, ça marche toujours très bien. Merci beaucoup. Je suis exactement dans le timing à 30 minutes. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Si vous avez des questions, je crois que j'ai droit à 2 questions. Il y avait une question quand même sur les priorités. Sur la priorité dans les actions. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, plus vous avez des freins aujourd'hui dans votre business, dans votre activité, plus le frein il est important, plus il doit être prioritaire. Si effectivement, là tout à l'heure on va parler de CRM, etc. Si votre principale problématique aujourd'hui c'est que vous n'arrivez pas à suivre vos clients, que vous n'arrivez pas à optimiser votre taux de signature de contrat, etc. C'est que vous avez une problématique plutôt client, c'est là. Si votre problématique c'est plutôt effectivement d'accompagner, d'embarquer vos salariés dans votre démarche, etc., effectivement, il y a plutôt des solutions internes à mettre en place. Sachez que les grands groupes, ils ont l'habitude de tout faire en parallèle. C'est assez magnifique. Ils arrivent à déstructurer leur organisation, même à perdre parfois certains salariés en changeant tout en même temps. Donc moi, je vous dirais, plus ça vous fait perdre du temps, plus ça vous coûte cher, plus ça vous embête, plus vous y pensez le soir avant de vous coucher, plus ça doit être votre priorité, quoi. Est-ce que pas d'autres questions? Eh bien, je vous laisse et je vais laisser la parole à Yannick et Nicolas. Ok. Merci en tout cas pour cette présentation. Hein. Merci à tous. Ouais. Je rebondis juste pour dire aussi qu'il y a des questions à la fin. Donc, si vous pensez à d'autres questions d'ici là, n'hésitez pas. Une nouvelle fois, merci Bastien pour cette présentation et cette vulgarisation un petit peu de notre domaine aujourd'hui. Donc moi, je remercie aussi la Mêlée de nous avoir invités à ce 5 à 7 autour de la transformation numérique et de l'e-commerce, qui est du coup le domaine principal de Youp Digital. Alors, Youp Digital, on est une entreprise spécialisée dans le développement applicatif web et mobile depuis une quinzaine d'années. Pour la petite histoire, d'ailleurs, Yannick et moi, on a commencé il y a une quinzaine d'années sur le bassin castré. Donc, le pays tarnais, ça nous connaît plutôt bien. Et en l'occurrence, je vis encore à Castres. Donc, cocorico un peu. Vive les Tarnais. Voilà, pour démarrer. Donc, aujourd'hui, Youp Digital, nous sommes basés sur Balma-Montpellier. Pourquoi Balma-Montpellier? Tout simplement parce qu'avec le rapprochement de l'Est et l'Ouest, suite aux fusions des régions et de la création de l'Occitanie, on a trouvé intéressant de pouvoir adresser l'ensemble du territoire qui aujourd'hui est un territoire très dynamique autour du digital et de la transformation numérique. Donc, c'était important pour nous de pouvoir toucher toutes les personnes qui interviennent sur ce secteur-là. Donc, on représente aujourd'hui une entreprise d'une 50aine de collaborateurs, comme je l'ai dit un peu plus haut, spécialisée en développement web et mobile. Au travers de plusieurs outils qu'on a mis en place, mais surtout notre Youp Center, qui est le lieu dans lequel où on accueille un certain nombre de projets digitaux en parallèle, venant soit d'Occitanie, soit de toute la France, puisque aujourd'hui notre activité ne connaît pas de frontières. Au niveau de notre Youp Center, donc on travaille de différentes façons. On réalise par exemple des projets de zéro. Sur votre besoin, vous avez une idée, on vous la développe, on vous la met en production.
On part aussi de maintenance et d'évolution d'applications déjà existantes où on n'a pas forcément travaillé dessus au départ pour appliquer des bonnes pratiques, mais aussi l'aspect sécurité qui évolue en permanence. Donc, applications web et mobile. On fait du développement spécifique métier. Si votre métier n'entre pas dans une case de logiciels ou d'outils existants, ben on vous le fait. À côté de ça, on travaille donc avec tout type de clients, tout type de taille d'entreprise, que ce soit des TPE, des grands comptes, en Occitanie, mais pas que. Et on travaille avec main dans la main avec le client. Donc, on a même un bureau de passage pour garder de la proximité avec nos clients, mais ou tout simplement avec une solution de visio qu'on a en interne qu'on appelle le Visio Center. Bon, même malgré le Covid, hein, parce que maintenant, la partie visioconférence est plutôt à la mode, garder cette proximité et d'échanges permanents tout au cours du projet. Ensuite, en termes de méthodologie, donc soit on part en cycle en V, mais ce n'est pas forcément ce qu'on conseille. On est plutôt sur de la méthodologie agile qui rejoint le raisonnement de Bastien, où on fonctionne par itération et ça vous permet d'ajuster votre besoin en fonction des retours clients, en fonction des retours de vos collaborateurs et d'être au mieux et répondre au mieux à la satisfaction de chacun. Parlons un petit peu de concrètement ce que ça représente notre activité, parce que là pour l'instant on est resté sur la théorie. Par exemple, on a un premier exemple, un client issu du service de transport, dont l'objectif était de mettre à disposition une application pour la gestion de ses livraisons, qui jusqu'alors était gérée de manière archaïque, hein, en l'occurrence encore au papier, à la signature à la main. On s'y en rajoute en plus le contexte Covid aujourd'hui où il faut essayer de limiter un maximum les contacts. L'objectif pour ce client-là était de vraiment mettre en place une plateforme, une plateforme multi-applicative, en l'occurrence disponible sur tout type de mobile, sur ordinateur portable, sur tablette. Donc, il nous a consulté dans ce contexte-là. On va vulgairement parler un petit peu de technologie, mais l'objectif de ce produit-là était déjà de créer en frontal deux applications mobiles, une application mobile, mais qui puisse être disponible autant sur Apple que sur Android. C'est pour ça qu'on a utilisé la technologie React Native, qui est une solution qui permet tout simplement de diviser les coûts de développement par deux au niveau de la partie mobile, puisqu'on ne développe qu'une seule application pour la rendre disponible sur l'ensemble des supports. Et derrière, on a mis au goût du jour un back-office qui était en PHP, peut-être ça parle à certains, mais avec des technologies un peu vieillissantes. En tout cas, ils utilisaient un package de librairie qui n'était pas très facile à manipuler, mais notre volonté, nous, c'était de pas le faire redémarrer de zéro, de reprendre ce package, donc reprendre de l'existant pour lui permettre de faire évoluer une plateforme et de la rendre moderne au travers de la partie front qu'on a développée sur l'application mobile. Donc ça, c'est un premier secteur d'activité. La dimension de l'entreprise, c'est au staff, ils sont 3 à 5 personnes et derrière une dizaine de livreurs, donc une petite structure. On a réussi à développer un produit vraiment bien fini pour un budget tout à fait raisonnable. Un autre secteur d'activité, service à la personne. Là, on est plus sur une entreprise de dimension nationale, puisque l'ensemble des intervenants de cette entreprise de service à la personne est réparti sur le territoire. Le contexte dans lequel là nous sommes intervenus, c'était plutôt identifier que leurs outils existants étaient trop anciens et nous être donc du coup dans une posture de les aider à glisser vers de nouvelles technologies sur un certain nombre de thématiques, mais surtout sur les outils qui étaient à destination des personnes qui réalisaient réellement les services à la personne. Et c'est pour ça qu'on a pu proposer des technologies récentes, Angular pour la partie visuelle, Angular qui est aujourd'hui porté par Google, et derrière Node.js, qui est une technologie aussi assez récente en termes de back-office, en tout cas tout ce qui est le moteur pour faire fonctionner cette application. On a choisi de la faire tourner sur cette technologie-là. Là, la volonté était vraiment de tourner cette grande entreprise vers ce qui se fait de mieux, de plus récent. On est sur un accompagnement, autant sur le premier projet, on est sur un accompagnement de quelques mois, autant sur le deuxième projet, là on est sur un projet qui tourne encore et qui a démarré il y a plus de 18 mois.
Après, donc là, c'est les cas de transformation numérique et de dématérialisation de process métiers. À côté de ça, on a fait aussi de l'e-commerce dans les projets qu'on a rencontrés pendant ces 15 dernières années. Donc là, on présente 2 cas sur la partie e-commerce. Une où c'est un distributeur exclusif d'ampoules innovantes qui avait l'exclusivité de distribution sur le territoire français, où on y avait fait au départ une application ou un site e-commerce sur une base WordPress, sur un CMS, avec le module de paiement, un catalogue tout petit, il y avait une dizaine d'articles. Mais il a rencontré des problèmes de référencement, et il y a beaucoup d'investissements à faire sur la partie communication à ce niveau-là. Donc, il s'est permis de basculer ensuite sur les marketplaces connus, et qui permet justement de vendre ses articles et d'améliorer ses ventes. À côté de ça, on a dans un autre secteur, ce sont 2 acteurs tarnais, qu'on a pris comme exemple. Un grossiste dans le matériel de bricolage, où il y avait déjà un existant, sur un CMS PrestaShop et un moteur de prix qui était un petit peu buggé, qu'on a pu reprendre. Donc, c'est quoi un moteur de prix? Tout simplement, puisque cette personne avait 40 000 articles en référence, ça permet de comparer les prix sur Internet. Il y a des comparateurs sur les marketplaces et d'ajuster ces prix automatiquement en respectant ces règles de gestion qui puissent continuer à avoir de la marge, tout simplement. Bon, voilà, donc fort de tous les sujets qu'on a eu à traiter depuis toutes ces années, on a rencontré des situations similaires chez bon nombre de nos clients. On a développé en interne ce qu'on appelle un socle commun, en gros une application qui permet qui est personnalisable et qui permet la gestion d'un objet quelconque et son suivi qu'il peut y avoir derrière. L'objectif qui était caché derrière, c'était de pouvoir faire profiter à nos futurs clients et même nos clients actuels de l'expérience qu'on a pu accumuler sur tous les projets qu'on a pu rencontrer au travers de ce socle commun qui aujourd'hui on a un coût de développement qui a avoisiné les 30 000 €, mais ça c'est quelque chose qu'on a fait en interne et ça nous permet de le fournir à l'ensemble de nos clients pour 10 fois moins que ça, en sachant que c'est un socle sur lequel on vient de développer des briques qui vont s'adapter à votre activité, mais pour bien sûr un complément assez limité, ce qui permet d'accéder à des outils, un outil mobile là en l'occurrence, on utilise une application mobile et un back-office sur un ordinateur, un outil mobile dans des budgets tout à fait accessibles pour quiconque aujourd'hui aurait le désir de gérer je ne sais quoi, une intervention, un produit dans son process métier. Voilà, c'est l'objectif, voilà, c'est de pouvoir accéder à cette transformation numérique, comme l'a dit Bastien, par la petite porte. Oui, bonjour, Monsieur Ricci, c'est Nicolas Campourcy à l'appareil. Je vous appelle, c'est moi qui ai acheté l'appartement de David Vercher. Je sais pas si Je vous pense qu'il va falloir couper le Je crois micro. qu'il y a un micro à couper là. Oui. Désolé, là, je vous dérange une minute. Je vous appelle parce qu'en fait, je ne pourrais pas assister à la prochaine Assemblée Générale parce que, fin juillet, je ne serai pas là. Constance, tu dois avoir la En main. fait, je voulais la main voir. pour couper le micro, justement, Constance. C'est bon. C'est bon. Merci, Constance. Merci pour cette intervention. Je termine par le numéro 3 sur la partie MyFlex, donc qui est le nom de cet outil qu'on a développé. C'est un outil multiplateforme, donc il peut être tout aussi bien disponible sur les stores, Play Store, Apple Store, ou sans passer par les stores pour en limiter les coûts aussi. En tout cas, je pense que l'idéal sur un produit comme celui-là, et pour des personnes qui sont justement dans une réflexion de basculer une partie de son activité de production vers du digital, le mieux, c'est de nous contacter et qu'on fasse une démonstration de ce que ça fait déjà aujourd'hui et du chemin qu'il y a à parcourir pour pouvoir adapter sur une première brique, sur une première fonctionnalité au métier qui est le vôtre. Donc, ça peut être la suivi d'un process métier, d'une fiche, d'une liste avec un workflow flexible, de la preuve par l'image, des interconnexions avec des objets connectés aussi. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on a déjà faites avec. Donc, pour la partie pub, commerce, donc voici l'équipe qui s'occupe donc de cette partie-là. Et pour ma part, je suis plus référence sur la partie Montpellier-Rennes. Et donc pour la partie tarnaise, on a Nicolas. Voilà, je suis caché, je suis transparent.
Dans l'occurrence, oui, c'est plus moi qui prendrai le relais si jamais vous voulez qu'on se rencontre dans le Tarn, puisque je connais plutôt bien le lieu. Et ensuite, bon, là, quelques références clients qui sont justement en Occitanie et ailleurs et qui rayonnent même bien plus loin. On a glissé un Tarnais proche de Castres, Néomia, peut-être ça doit parler à certains, s'il y en a qui sont sur Castres. Dans leur cas, on leur a développé un outil de A à Z qui leur permet de gérer de A à Z tout leur parcours de prospect à client jusqu'à la livraison des maisons, puisque c'est un constructeur de maisons individuelles. Un petit mot de la fin pour rejoindre un petit peu ce que nous a dit Bastien. En l'occurrence, il ne faut pas avoir peur de l'accès au numérique, à la transformation numérique, à la transformation digitale, tous ces mots qui sont un peu barbares. On peut très bien démarrer cette transition pour un budget tout à fait maîtrisé et imaginer une progression régulière dans cette voie-là sans se mettre en danger. Le but, c'est de faire par étapes, d'être accompagné, et c'est vraiment le credo sur lequel nous sommes. C'est-à-dire que si vous arrivez avec une idée bien précise, notre métier, ce n'est pas simplement de vous le développer, c'est aussi de vous aiguiller dans ce qu'est ce monde-là et ce que peut attendre le marché. Alors, bien sûr, je ne prétends pas qu'on ait une vision optimale de l'ensemble des secteurs, mais par contre, on a rencontré un nombre important de situations qui nous permettront à ce moment-là de vous apporter le conseil pour orienter votre projet dans la voie que l'on pensera la meilleure possible pour que vous puissiez tout simplement maîtriser cette pente dans l'entrée du digital. Okay. Voilà, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Ouais, nous sommes tout de suite pour vos questions ou vous rencontrer si besoin. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas de questions forcément dans le chat. Si, mais... il y a une question. Travaillez-vous avec des développeurs d'un client potentiel? Oui, bien sûr. Donc, c'est même arrivé de les intégrer dans les projets. À l'époque où la proximité était possible, on les a même intégrés dans notre centre de service pour les faire monter en compétences sur le sujet, qu'ils soient autonomes par la suite. Oui, parce que dans notre cas, on n'est pas éditeur de logiciels au sens propre. C'est-à-dire qu'un produit qu'on va développer reste la propriété de celui qui nous le commande. Youb Digital ne reste pas… alors après, on assure bien sûr la maintenance. Si besoin. Voilà, tout ce qui est… pas forcément. Mais le produit appartient à celui qui nous le commande. Et on fait l'effort de travailler sur des technologies pas propriétaires, pas qui sont propriétés de Youb, justement, pour que si quiconque veuille le reprendre après nous, on ne sait pas de quoi demain sera fait, ce soit possible. Ok, très clair. Moi, j'en aurais une petite, après on pourra toujours en rajouter. Vous avez parlé d'accompagnement et du coup du fait de vous inscrire dans la continuité avec vos clients. Ça, c'est un truc qu'on partage assez bien avec vous parce que c'est à plusieurs qu'on est plus fort. Mais vous avez aussi parlé pas mal de budget maîtrisé. Et en fait, nous aussi, dans notre logique d'accompagnement, on est souvent frappé de voir la variabilité qu'il peut y avoir pour une même prestation entre différents prestataires. Vous, quand vous considérez un budget maîtrisé, on est à quel ordre de grandeur? Je me mets à la place d'une entreprise qui veut mettre en place un site e-commerce, par exemple, aujourd'hui. Quel est l'ordre de grandeur sans être ultra précis, mais on parle de 10. Ça peut être très large, malheureusement. Parlons plutôt, là où la fourchette pourrait être très large, mais on va dire sur un produit e-commerce. Alors, si on parle e-commerce, mais je ne sais pas si c'est dans la digitalisation, je ne suis pas persuadé que ce soit l'océan bleu aujourd'hui. Mais sur un e-commerce, avec quelques produits, je pense à WordPress dont on a parlé, qui est un produit assez répandu, et un WooCommerce derrière, puisque c'est l'outil e-commerce qui est mis à disposition par WordPress. On va dire que dans les 15 000 €, on va sortir un e-commerce. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Quand je parle de budget maîtrisé, c'est plutôt sur un spectre d'informatiser une partie, de digitaliser une partie des process métiers qui font la vie de l'entreprise. Et là, on va plutôt être de l'ordre de 5 à 10 000 € sur ce genre de projet, justement grâce au socle applicatif dont on a pu parler. Après, s'il y a un moteur de prix ou quelque chose d'un peu similaire, là, le budget est plus gros, clairement. On sera dans les ordres de 60 000 € peut-être. Voilà. Tout dépend de ce qu'on y met dedans. C'est vrai que et je vous rejoins totalement sur les écarts de prix. En développement applicatif, on commercialise entre guillemets du temps de développeur et que chaque fonctionnalité prend du temps
être mise en place. Donc, plus on veut des choses complexes et plus ça peut s'envoler. Donc, il faut être capable, dès le début du projet, de maîtriser le spectre sur lequel on va intervenir pour pouvoir maîtriser l'enveloppe et maîtriser le budget. Ouais, le cahier des charges. Oui, c'est ça. Donc, après, on est transparent clairement dans notre façon de fonctionner. Donc, telle fonctionnalité, on va vous dire combien de jours on met à la faire. Oui, ce qu'elle coûte et justement dans le conseil, si elle peut s'avérer indispensable ou pas dans un premier temps. Oui. Je rejoins après le discours de Bastien. Hein. Penser simple au départ, faire une première fonctionnalité, roder le business et ensuite on ajoute des fonctionnalités petit à petit. Je vois une autre question sur une appli mobile de site de presse en ligne. C'est pareil, il faut qu'on étudie un peu le besoin. Mais... Ça peut être pas grand-chose ou ça peut être complexe. Hein. C'est ça. On est sur un échange avec des personnes qui autofinancent leur projet sur une appli mobile avec un certain nombre de fonctionnalités intéressantes. On est dans les 10 000 euros. Mais j'avais encore une présentation ce matin, truc un peu plus poussé. On est plutôt aux alentours des 30 000 euros. Bon, vraiment, c'est au cas par cas. Et encore une fois, il faut étudier dans le détail le besoin pour savoir ce qui va être primordial dans un premier temps pour déjà prendre la première marche. Bah, sans frustrer qui que ce soit, parce que je vois que la question d'après est aussi une question sur une thématique spécifique. Mais le lien est fait de toute façon, les coordonnées. Contactez-nous. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je pense que ça permettra d'avoir des réponses un peu plus affinées que là, à la volée sur une. Oui. Voilà. Non, en tout cas, c'était très clair. C'était très clair et ça confirme ce qu'on se disait, c'est qu'il faut quand même avoir un cahier des charges précis dès le départ quand on va avoir un prestataire pour être sûr d'avoir un développement adapté à son besoin. C'est ça. Au moins sélectionner les fonctionnalités principales, se mettre d'accord sur ces fonctionnalités-là, qui permet au moins d'avoir un premier retour sur investissement aussi. Et après, sur le marché, il y a tout un tas d'étapes. Ouais. La logique d'y aller progressivement avec effectivement les fonctionnalités primordiales et pas forcément d'attendre le produit parfait complètement abouti sur l'ensemble des fonctionnalités, ce qui est souvent peut-être une erreur. En tout cas, sur certains secteurs d'activité, pourrait être une erreur. Voilà. Non, mais ok, c'est l'effet tunnel. Exactement. Parfait. En tout cas, merci à tous les deux. Je ne vois pas d'autres questions et de toute façon, comme on l'a dit, l'échange peut se faire également à la fin du webinaire et également tête à tête par mail avec nos intervenants. Merci. On peut passer peut-être à la suite. Donc, c'est parti. Il est parti. Voilà. Donc, Thierry. Donc, c'est parti. Donc, Thierry Arène, enchanté. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'une thématique qu'a à peine abordé Bastien tout à l'heure avec sa notion de customer centric en particulier. Il a parlé du terme CRM et je voulais donc échanger un peu plus sur cette terminologie et sur ce métier du CRM qui est assez particulier, qui a largement le vent en poupe depuis ces dernières années et en particulier avec cette période de confinement. On a vu effectivement le CRM prendre encore plus d'importance et je vais essayer de vous donner quelques repères qui vous permettront de mieux comprendre mieux cerner, je dirais, cette thématique du CRM. Déjà, premièrement, une définition. Le CRM, c'est ce qu'on appelle en anglais le Customer Relationship Management, la gestion de la relation client. En bon français, GRC, gestion relation client. Il faut savoir que c'est un nom qui lui colle à la peau depuis pas mal d'années maintenant, depuis quasiment une vingtaine d'années, mais que tout ça a largement évolué et aujourd'hui, on ne parle plus tellement de CRM, on parle aussi parfois d'XRM, d'XCRM, donc en gros de Extend CRM. C'est-à-dire qu'au-delà du client, les systèmes de gestion de relations sont devenus une gestion de relations de contact. Donc ses clients, ses partenaires, ses collaborateurs, tout le monde y passe, fournisseurs, sous-traitants et ainsi de suite. Donc un CRM, c'est vraiment un outil de gestion extrêmement centralisé, permettant de tracer toute la relation avec les tiers au sens large. S'équiper d'un CRM, c'est se poser différentes questions avant de faire son choix, parce que pas loin de 200 solutions existent aujourd'hui, rien que sur le marché français. Je ne vous parle pas des autres marchés, en particulier du marché américain ou anglo-saxon au sens large, où il dépasse les 200 acteurs. La première question à se poser, c'est de savoir comment on va aborder ce questionnement du CRM. Moi, j'ai fait une analogie ici, j'ai choisi le Paris-Dakar. Première question, c'est dans quelle catégorie je veux faire mon Paris-Dakar. En quad, en camion,
en custom, en auto, en buggy, ainsi de suite. Donc, il va y avoir des catégories. On va catégoriser déjà les CRM selon l'usage que vous voudrez en faire. Mais derrière la catégorie, il y a l'engin en lui-même. Donc, vous allez partir sur quel type de véhicule. On peut très bien faire un Paris-Dakar en 2 chevaux. Si notre objectif, c'est de terminer le Paris-Dakar, ça peut suffire. Beaucoup l'ont fait et l'ont réussi. Et pareil, à moto et ainsi de suite. Et tout ça, ça va amener une autre question, c'est celle de savoir quel pilote vous êtes. En fonction de votre niveau, clairement, vous n'allez pas utiliser le même type de véhicule. Alors après, il y a effectivement des gens exceptionnels qui sont capables de gagner le Paris-Dakar et à moto et en voiture. Ça reste totalement exceptionnel. Mais ces questions que j'ai posées ici, elles sont importantes parce que c'est celles qui vont permettre de trouver un CRM en adéquation avec votre culture, votre besoin et votre mode de fonctionnement. Il n'y a pas un seul CRM qui peut fonctionner dans votre contexte. Il peut y avoir N CRM parmi les 200 existants. Donc, un CRM, c'est quoi? C'est avant tout une base centralisée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 75% des CRM qui sont installés et déployés dans les entreprises sont installés en mode cloud, en mode SaaS, Software as a Service, c'est-à-dire en mode donc hébergé sur des gros serveurs, un peu comme vous le montrez tout à l'heure, Bastien, avec les gros data centers, peut-être moins dimensionnés, moins gros. Mais voilà, on va retrouver sa base centralisée et communautarisée avec d'autres bases à côté desquelles la mienne se situera avec son propre silo, souvent ultra sécurisé pour pas mal d'acteurs. Et voilà, c'est une base centralisée qui me permettra d'avoir un accès 24 sur 24, où que je sois dans le monde, avec mon smartphone, ma tablette ou mon PC. Donc, base centralisée, l'intérêt d'un CRM, c'est de vous donner une vision à 360 degrés de la relation avec vos contacts, on en parlait tout à l'heure, c'est d'avoir une traçabilité de cette relation, très précise, sur tout ce qui a été pertinent et important de noter et de tracer dans cette relation. Et puis, c'est avoir une vision à tout moment d'éléments qui sont liés à de l'avant-vente, à de la vente, à des services, des affaires, à du service après-vente, du helpdesk, des éléments de marketing qui vont permettre typiquement de remonter des informations d'une plateforme d'e-commerce, qui, pour mieux connaître les habitudes d'achat de mes internautes, qui, pour faire de la upsales, de la vente additionnelle, de la vente croisée. Donc, tous ces éléments-là vont pouvoir remonter directement vers mon CRM de façon à me permettre de créer des campagnes de marketing et de tracer toutes ces campagnes historiquement pour toujours mieux connaître mon client. Bastien en parlait avec Amazon. Typiquement, Amazon a poussé à son paroxysme effectivement le suivi de la relation client, sa connaissance fine du client. Je prends un exemple, mon cas, je suis client Amazon de la première heure. Ils me connaissent par cœur, mais je peux vous dire qu'ils me pushent des informations d'une pertinence remarquable qui fait que je reste aujourd'hui encore un aficionados. Il faut savoir que derrière l'intelligence artificielle, les moteurs d'Amazon, il y a plus de 50 mathématiciens qui travaillent tous les jours à ces algorithmes et qui les mettent à jour pour qu'on puisse les utiliser grandeur nature. Le CRM, c'est quoi? C'est ça. Le CRM, c'est pour qui? Je serais tenté de dire que c'est absolument pour tout le monde. Aujourd'hui, on équipe des CRM chez les indépendants. Et à l'inverse, bien évidemment, les grands groupes, les grandes entreprises. Donc, tout le monde est censé pouvoir utiliser un CRM. Un CRM, ça intéresse aussi tous les métiers. Aujourd'hui, on trouve des CRM dans tous les métiers, du service, du négoce, commerce de gros, de détail, dans l'industrie, de plus en plus. C'est encore pour l'instant un peu le parent pauvre du CRM, mais l'industrie est en train de monter très fort. Ensuite, ça intéresse quelles personnes aussi dans l'entreprise? De la même manière, tous les rôles de l'entreprise. Tous ceux qui travaillent de manière isolée, voire même tout seuls, sont amenés à devoir utiliser un CRM. Combien de fois j'ai eu des gens qui me disaient « Oui, mais nous ne sommes que 2 dans l'entreprise. » Je lui dis « Vous êtes 2, mais vous avez combien de clients ?»« On en a des centaines. » Ok, le besoin de CRM existe. À l'inverse, une entreprise de 150 personnes qui me dit « Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un CRM ?» J'ai un seul client, c'est Airbus. Je dis « Ok, vous avez Airbus uniquement comme client, mais vous avez combien d'interlocuteurs chez Airbus ?»« Ouf, j'en ai plus de 200. » Là, clairement, un CRM, c'est justifié de la même manière. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pour qui? Donc pour tous ces rôles dans l'entreprise, mais c'est aussi, même pour vos clients, voire vos partenaires. Aujourd'hui,
plus ça va, plus les CRM sont ouverts avec des pans entiers ou des portails qui sont à l'usage de vos clients et de vos partenaires. Donc ça, c'est aussi une nouvelle démarche que l'on va retrouver dans les systèmes de CRM, c'est d'ouvrir le système vers l'extérieur, de façon à ce que ce soit même plus vous qui alimentiez l'information, c'est votre client, c'est votre partenaire qui alimente et qui met à jour, généralement donc en temps réel, les informations de votre base CRM. Et ça, c'est de l'or en barre. Ensuite, l'autre question, c'est quel CRM choisir? Comme je vous disais tout à l'heure, il y a plus de 200 solutions aujourd'hui, dont les tarifs fluctuent de 0 € à 350 € par utilisateur et par mois. C'est le grand écart. Maintenant, la réalité, pour des PME, PMI, TPE, PME, PMI, le ticket d'entrée aujourd'hui d'un CRM sérieux, il va démarrer à une quinzaine d'euros et il va monter jusqu'à une cinquantaine d'euros pour avoir quelque chose de bien costaud, et entre 50 et 80 € si on veut quelque chose de très costaud, de très bien fini, avec un large périmètre fonctionnel. Pour choisir ces CRM parmi les 200 solutions existantes sur le marché, il faut effectivement se poser la question de savoir définir ses besoins. Définir ses besoins, c'est passer par des phases d'interview, d'ateliers, de diagnostic. Il existe tout un tas de formules qui permettent de définir ses besoins sans rentrer dans des logiques de cahier des charges qui sont onéreux, qui sont lourds, qui sont longs à faire. On n'a pas besoin de partir sur des cahiers des charges. Chez CRM Catalyst, on fait des ateliers sous format de 3 heures et parfois en un atelier, 2 ateliers maximum, voire 3 très grands maximum quand il y a beaucoup de complexité. On peut récolter tous les besoins et positionner une offre CRM en face du besoin de l'entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à se faire aider pour faire ce choix et éventuellement aussi, quand c'est un peu plus complexe, pour déployer la solution. Certains éditeurs vont vous proposer d'auto-déployer vous-même votre solution. Pourquoi pas? D'autres vont vous dire, on va venir vous déployer la solution. Et d'autres vont vous envoyer leurs partenaires, intégrateurs, ESN, qui vont venir donc déployer la solution. Vous pouvez, comme pour la construction d'une maison, vous faire accompagner dans la coordination de ce chantier. Et ça va vous garantir effectivement le pourcentage de réussite d'implémentation de cette solution chez vous. Il y a encore trop d'échecs de déploiement de CRM aujourd'hui. Ça s'améliore parce que les CRM sont de plus en plus accessibles, de plus en plus simples dans leur interface, mais il y a encore quand même des échecs parce que les gens s'y prennent mal. Ensuite, quoi en faire d'un CRM? Tout simplement, commencer à l'utiliser de la manière la plus simple qui soit. Il ne faut pas chercher à vouloir déployer des périmètres complexes. Il faut vraiment démarrer avec des choses très simples, des informations autour du contact de la société, autour des offres commerciales. On peut commencer avec des choses vraiment très simples. Il faut simplement saisir les informations qui sont le plus nécessaires. Il ne faut pas tout saisir. Ça ne sert à rien de tracer le moindre des gestes de notre client. On va juste apprendre la notion de pertinence dans l'analyse des choses qu'il faut saisir donc, dans un RM. Et c'est là que se faire aider peut avoir de l'importance. Et puis, c'est aussi du bon sens, c'est nettoyer sa base de temps en temps, parce qu'au début, les premiers mois, typiquement, on va être amené à beaucoup nourrir d'informations et en mettre beaucoup d'inutiles. Donc, se repositionner avec son équipe et ses collaborateurs tous les 3 mois, tous les 6 mois pour refaire un ménage par séquence, par thématique ou je ne sais trop quoi, ça peut être un bon moyen aussi de faire adhérer tout le monde à son système CRM. Et puis, ensuite, c'est ne pas limiter un CRM uniquement qu'à l'équipe commerciale, typiquement. C'est de l'étendre son utilisation aux autres. Donc, il y a bien sûr les commerciaux, il y a les managers, il y a les services clients, il y a les assistantes, il y a les services juridiques, il y a les services comptables et financiers. Tous ces services sont amenés à venir apporter de l'information auprès d'un lead, d'un prospect ou d'un client. Et j'en terminerai, je vais passer mon relais donc à Comme3L. Un CRM, ça s'alimente. Et pour l'alimenter, quoi de mieux que de lui donner à manger, et de lui donner à manger sur la force de vente. Et là, je vais passer le relais à Comme3L qui va pouvoir expliquer comment marketer et dynamiser effectivement sa force de vente de manière un peu plus concrète. Voilà, je pense que j'ai largement tenu les 10 minutes, enfin même en dessous, et je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, attendez, je regarde un petit peu.
de questions particulières, a priori. Juste des merci, c'est que j'ai été très clair. C'était très clair et en tout cas, nous, on est au cœur de ça, on le voit assez souvent et il y avait un mot qui était prononcé, c'était l'accompagnement aussi pour bien identifier le dimensionnement du CRM. Là-dessus, c'est un point clé parce que ça peut vite faire peur. Pareil, donc les entreprises qui proposent ces services-là et qui en plus rajoutent l'accompagnement pour un bon dimensionnement, c'est vraiment précieux. Tout à fait. Et de toute façon, on le verra aussi parce que là, on est dans une présentation d'outils avec les bénéfices de ces outils et la valeur ajoutée que ça peut apporter. Mais la semaine prochaine, on verra également comment, en interne, une entreprise peut mettre en place la bonne méthodologie pour dimensionner sa démarche digitale. Donc, c'est un équilibre, hein. Il y a les prestataires et les outils disponibles et puis il y a également la méthode qui est en interne à adapter et en fonction de ses capacités. Je pense qu'on peut poursuivre avec l'intervenant suivant, si c'est bon pour tout le monde. On passe à Comme3L. Eh bien, bonjour à tous, merci Thierry pour l'introduction et l'intégration de notre image dans ton diaporama. Donc en fait, voilà, je me présente, je m'appelle Yannick, je travaille au sein de Comme3L, une agence de communication toulousaine sous format Scope, et je vais vous partager mon écran. Est-ce que... Hop là, tac. Je pense que tout le monde voit. Donc en fait, Comme3L, c'est quoi? Comme3L, c'est une agence de communication sous format Scope qui existe depuis une quinzaine d'années, qui en fait prône l'émancipation à la communication. Notre credo à nous, c'est proposer des solutions de communication et intégrer nos clients dans leur communication. On part du principe que plus le client est investi dans sa communication, plus cette communication peut être pertinente. Et on y colle en fait une notion d'éthique. C'est-à-dire qu'une communication large, bourrine, où est-ce que le but du jeu, c'est de récupérer le maximum de données pour essayer d'attraper quelques clients, pour nous, ne semble pas être très ni éthique, ni écologique, ni voilà, ça ne brosse pas plein de notions qui nous semblent plus intéressantes. Donc, on va beaucoup plus travailler sur l'élément différenciant. Qu'est-ce qui est différenciant dans votre activité? Qu'est-ce qui est différenciant par rapport à vos concurrents? Et comment rendre cette communication, comment vous replacer un client au sein de sa communication pour que l'élément différenciant soit vraiment permettre d'affiner et donc de créer du leads de manière très simple. Donc pour ça, en fait, on a 3 activités qui sont fortes, qui vont être tout le pôle de conseil, stratégie, réseaux sociaux, contenu éditorial, voilà. Tout ce qui est création, donc site web, print, logo, et on pousse le vice jusqu'à faire de la formation. C'est-à-dire qu'on se sert de la formation en étant organisme ad hoc pour transmettre une partie de notre savoir et pour permettre aux gens de prendre en main leurs outils. Chez nous, un logo, il est avec cession de droit. On donne les fichiers sources. Le site internet, il est avec tous les codes. Et on peut former les gens et les amener à pouvoir prendre en main leur stratégie de communication. Voilà. Et quitte après à les épauler dans le temps et à les faire monter en compétences. Donc voilà, les petites choses. Donc vraiment, on est vraiment sur la transparence. Le travail sur l'éco-communication, essayer de réfléchir à ce qu'on imprime, où est-ce qu'on met un site internet, combien d'emails on stocke, et essayer d'être dans la pertinence de la communication et non pas dans la masse de la communication. Donc, l'intervention, en fait, je vais la faire autour de 3 exemples clients. Où est-ce que l'idée, c'était qu'on avait des clients qui ou démarraient, ou avaient une activité qui stagnait, ou reprenaient une activité qu'ils souhaitaient faire évoluer.
Et donc, essayez de vous… Voilà, là, si je vous dis qu'on parle de voiture, je vous mentirai. On va parler d'un produit inconnu qui est du chocolat cru. Un client qui arrive comme ça et qui nous dit, voilà, moi j'ai du chocolat cru, je suis quasiment le seul en France à faire ça. Et donc, comment je peux me positionner et comment je peux parler de mon produit? Donc, on a vraiment essayé avec elle de travailler sur tout ce qui va être le ciblage client, les véganes, pas les véganes, les allergies, la préciosité de la matière. Et donc après, en fait, essayer de travailler avec eux sur une stratégie de communication qui est pensée pour eux. C'est-à-dire, on n'applique pas, le but du jeu, c'est pas d'être sur tous les réseaux sociaux. Le but du jeu, c'est d'être sur le réseau social qui va fonctionner. Et donc après, quel contenu on génère par rapport à tout ça pour pouvoir acquérir, de toujours garder cet élément différenciant qui va être ce chocolat cru avec pas de sucre et comment toucher une cible très précise. D'accord. Et donc, sur un élément comme ça, on a fabriqué donc, une stratégie de communication, un contenu éditorial annualisé pour essayer de réfléchir à comment produire du contenu sans forcément que ça soit une production énorme, mais vraiment qu'eux puissent s'emparer. Je suis en production, je prends mon téléphone, je fais une photo d'un chocolat et je vais envoyer un ça sent bon. Et parce qu'ils n'avaient pas plus de temps que ça. Mais essayer d'être dans cette intelligence-là et après se dire, on va faire un très gros article sur les valeurs nutritionnelles du chocolat sans sucre et ça va permettre en fait de créer une communication logique et assez pertinente. Et par exemple, sur ce cas-là, on est à peu près sur une société qui a démarré depuis moins de 2 ans, qui maintenant est stable, avec plus de 80 points de vente en France et double assez facilement le nombre de visiteurs en termes mensuels, alors qu'ils sont du côté de Foix. Et donc pas forcément une énorme sur des marchés très 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 larges, voilà. Mais vraiment essayer de travailler sur ce ciblage très très particulier et leur donner des outils sur lesquels ils puissent s'investir et non pas leur donner une recette toute faite qui n'est pas utilisable en fait parce que il faudrait qu'ils soient 10, qu'ils aient chargé de com. Là ils sont 2. Mais il faut arriver à produire du chocolat, distribuer du chocolat et se créer une image de marque. Voilà pour ce premier cas. Donc voilà les petites choses. Alors là, on est sur un marché de niche, vraiment de niche, puisque c'est de la sécurisation, sur la sécurisation de lieux. C'est-à-dire, on avait un client qui nous a dit, voilà, moi j'ai des campagnes AdWords, elles ne fonctionnent pas. J'ai mon site internet, je vends des portiques de sécurité, je vends des systèmes à cartes. Et au bout d'un moment, on s'est positionné en lui disant mais est-ce que vous vendez des produits? Ah non, on vend de l'intelligence pour après faire de la revente de produits. Et on s'est positionné ensemble en se disant mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas proposer des produits alors qu'en fait vous vendez de l'intelligence, vous vendez de la réflexion. Donc, en fait, on a travaillé sur toute une refonte sur le fait de travailler sur des cartes interactives qui leur permettent de mettre des points d'intérêt et d'expliquer pourquoi tel produit a été utilisé à tel endroit. Et donc, de replacer vraiment leur cœur de métier qui était le conseil et l'accompagnement. Et en même temps, leur donner une image moins brute, moins centrée sur le produit des autres et vraiment les aider à se créer une identité visuelle qui leur est propre et qui transmet l'idée originelle qui est le conseil, l'accompagnement sur des plans et après la mise en relation auprès d'installateurs, on va dire agréés. Alors là, on est sur des résultats un tout petit peu plus quantifiable puisqu'en fait quand on prend le site internet on a à peu près 100 visiteurs jour, en quelques mois on le triple
Et là, sur le petit diagramme, vous voyez l'impact du coronavirus par rapport aux campagnes AdWords et au nombre d'appels qui, en fait, on a réussi à éponger le coronavirus puisqu'en fait, on n'a pas de creux. Ils ont très peu de creux et donc, ils ont réussi à maintenir leur activité. Et ça, c'est un peu aussi, quand on parle de communication éthique, c'est aussi ça. C'est des fois, être éthique et vraiment parler de soi et avoir une communication très transparente permet d'éviter de prendre un petit peu des fois l'actualité de plein fouet ou de prendre des impacts extérieurs et donc d'arriver à pas être déclassé en termes de SEO et donc en étant, on va dire, en essayant de faire du référencement naturel une condition de départ, ça permet de ne pas avoir trop d'impact sur des changements d'algorithme ou sur des problématiques de publicitaire, on va dire. Et le troisième exemple, en fait, c'est une salle de spectacle, une salle de cinéma qui se relance, c'est-à-dire que le changement de propriétaire. Et donc, ils arrivent chez nous en nous disant, voilà, moi, j'ai une salle de cinéma, j'ai un site internet qui propose quasiment rien, des petites fiches. On peut pas voir, les gens ne peuvent pas voir quand est-ce qu'il y a des séances et tout ça, il faut qu'ils téléchargent des PDF, c'est compliqué. On a une gestion Excel. Et en même temps, on reprend un cinéma et la personne qui nous le vend, elle va en ouvrir un à côté. Donc, comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça? Donc là, toujours pareil, on repart sur cette idée de credo d'images différenciantes. Donc, en créant visuellement vraiment une identité qui leur était très personnelle. Et en même temps, on a essayé de leur dire, mais pour vous, le site internet, c'est quoi? Qu'est-ce que ça doit amener? Et donc, on les a amenés en fait à transformer ce site internet en un outil hybride. C'est-à-dire qu'en fait, le site internet leur permet de saisir tous les films, d'avoir une application métier qui est derrière, qui leur permet de gérer toutes les places, les temps de sortie légaux, le planning. Et en même temps, ils exportent ce planning et hop, ils arrivent ils le mettent dans InDesign pour pouvoir générer leur support papier qui sort tous les 15 jours, hein, quasiment, si je me souviens bien, 40 pages qui sort tous les jours. Et donc, en fait, il y a une saisie qui se fait à un seul endroit. Le site internet devient le point d'entrée. Et en fait, sur ce site-là, on reprend un site qui fait à peu près, on est à peu près à 20 000 utilisateurs mensuels. Et là, on frôle les 100 000 parce qu'en fait, on répond à une demande, c'est-à-dire à quoi sert le site internet. Il n'y a pas de vente. Mais par contre, il est ultra consulté parce qu'en fait, il y a exactement ce qu'il faut. Il y a les horaires avec des systèmes qui affichent en fonction de la personne quand est-ce qu'elle arrive, quelle est la prochaine séance. Et c'est un cinéma de quartier. Et c'est pareil, ça leur a vraiment permis de déployer, d'avoir une solution qui à la fois elle est métier, elle sert à se présenter et leurs concurrents n'ont toujours pas ça et ça leur a vraiment permis de pérenniser une activité et donc de la faire évoluer. Donc voilà, j'ai à peu près fini. Je n'ai pas du tout géré mon timing. Je ne sais pas du tout où j'en suis. J'espère avoir été à peu près clair. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ok, merci beaucoup. Je ne vois pas forcément de questions remontées non plus dans le chat. Moi, j'en avais une petite éventuellement. C'était par rapport à l'articulation entre le site internet et les réseaux sociaux. Du coup, par rapport aux 3 exemples, alors peut-être qu'il y a des exemples qui s'y prêtent plus que d'autres, mais avant d'arriver sur le site internet, j'imagine qu'il y a aussi une captation des clients par le biais des réseaux sociaux. Alors, on n'est pas forcément… Enfin, comme je disais, on a vraiment des stratégies où est-ce que le trop est l'ennemi du bien. Donc
tout le travail est plutôt de dire c'est pas forcément comment j'utilise un réseau social pas pour forcément récupérer de la donnée, mais comment je fais pour que les personnes qui ne vont pas aller sur un site, via le réseau social, ils aient envie d'aller sur mon site. Parce que le point d'entrée, comme on le dit vulgairement assez souvent, un réseau social, il n'est pas indexé par un moteur de recherche. Donc, en termes de visibilité, ce sont des cercles qui peuvent être plus ou moins réduits suivant le type de réseau social qu'on va utiliser. Et donc, le point où est-ce que j'ai la plus grande possibilité de vente, entre guillemets, même si je vends de la prestation, même si je vends de l'information, c'est mon site internet. C'est là où est-ce que je suis le plus libre de créer et de convertir. Donc, comment mon site internet, comment mes réseaux sociaux, où est mon public et comment mon réseau social va me ramener ces gens-là, sans forcément être dans du ciblage à outrance, qui peut être des fois cher, mais beaucoup plus par essayer de réfléchir à le contenu des posts, la première image utilisée, quand est-ce que j'envoie un message, comment est la typologie des clients que je recherche. Et rien que ça, sans forcément parler de publicité, d'impact publicitaire ou de AdWords, on peut avoir d'excellents résultats sur des stratégies qui sont très, on va dire, très blanches, très respectueuses des personnes qu'on a en face. Ok, très bien. Mais du coup, ça, c'est un conseil que vous amenez, une expertise que vous proposez aussi pour guider le client dans le bon dosage des différents outils de communication. C'est vraiment ça. Et de pas, on rejoint tout à fait l'idée des CRM, l'idée du UX. Qu'est-ce que le site internet qui se présente n'a aucun intérêt. L'outil de communication doit répondre à une problématique. Et cette problématique, c'est pas comment une société se présente, c'est qu'est-ce que l'utilisateur recherche. Et si j'arrive à répondre à la question de qu'est-ce qu'il recherche, je suis beaucoup plus performant que si je passe mon temps à me présenter moi. Parce qu'en fait, qui vous êtes, vulgairement, on s'en fiche un peu. Par contre, ce que vous avez à proposer et comment vous allez changer ma vie ou comment vous allez me simplifier ma vie, ça intéresse beaucoup les utilisateurs. Ok, parfait. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Je vois des remerciements. C'était très clair, effectivement. On va passer peut-être à l'intervention suivante, qui doit être, si je ne m'abuse, l'intervention de Lilian de la CCI du Tarn. Allez, bonsoir à tous. Donc, je me présente, je suis le dernier intervenant, Lilian Fourcadier de la Chambre de commerce et industrie du Tarn. Donc, moi, je suis chargé de mission numérique et je vais vous parler de quelque chose qu'on a déjà parlé en filigrane un petit peu. Je vais vous parler de système d'information, de data et de dématérialisation, histoire de bien finir le webinaire. Alors, l'idée, on va démarrer parce que moi, j'aime bien ça, c'est une définition. On va un peu se dire qu'est-ce que c'est un système d'information. Alors, selon Wikipédia, un système d'information, ou aussi appelé SI, c'est un ensemble organisé de ressources, matériel, logiciel, personnel, données, procédures permettant d'acquérir, traiter, stocker et communiquer des informations dans son organisation. En gros, ça veut dire que c'est tout ce qui va vous permettre de gérer, stocker, organiser vos données, en passant de vos collaborateurs aux photocopieurs, au logiciel de CRM. Donc, c'est tout l'ensemble, tout le maillage au sein de votre entreprise qui va vous permettre d'accéder à cette donnée, de la traiter, de la transformer et de l'acquérir. Alors, vous allez me dire, très, très vaste chantier. Ouais. C'est un système très important. Et les objectifs d'un système d'information, déjà, c'est identifier, collecter et diffuser les besoins d'information de l'entreprise. Bien sûr, l'objectif qu'il y a derrière, avec tout ce qui est l'automatisation de certaines tâches et aussi la simplification de la collecte, c'est réduire les coûts de la collecte et du traitement de l'information. Aussi, point dont Thierry a beaucoup parlé et aussi notre intervenant dans l'introduction, c'est l'actualisation de la base de données. Aujourd'hui, on a beaucoup trop d'informations qui ne nous servent plus à grand-chose, mais on verra ça, on en parlera tout à l'heure avec le RGPD.
Et le trésor, c'est vraiment d'avoir la donnée à jour au bon moment, au bon endroit, avec les bons items. L'autre point, effectivement, c'est le partage de l'information. C'est permettre que l'information soit utilisée au sein de l'entreprise, entre les services, entre le personnel. Et j'aurais pu rajouter aussi avec d'autres entreprises et d'autres partenaires. Là aussi, il y a un enjeu de bien partager l'information avec les bonnes personnes. Et aussi, on rentre dans un système de coproduction. Donc, ça veut dire rechercher, développer de nouvelles idées, de nouveaux produits. Et le système d'information est aussi là pour porter une certaine innovation. Et bien sûr, le fin du fin, c'est connaître ses clients, bien connaître ses clients. On a tendance à dire, et on l'a déjà dit, que la data, c'est le trésor des entreprises. La valorisation des données, c'est le trésor caché des entreprises. C'est-à-dire qu'à ce jour, et on s'en rend de plus en plus compte, là je vais vous faire une petite aparté sur les services de création reprise des CCI. À aujourd'hui, la valeur d'une entreprise n'est pas automatiquement sur son matériel ou ce qu'elle a, mais c'est sur les données, les éléments qu'elle a sur ses clients, tout ce qu'elle a dans son système d'information et sur le fait qu'il soit correctement collecté. C'est à ce jour un élément capital. La majeure partie de la valeur d'une entreprise, elle est sur ses données et la manière dont elle les a acquises. Donc du coup, pour avoir une entreprise vertueuse, une entreprise avec des bonnes données au bon moment, au bon endroit, il y a 5 problématiques qui arrivent. La première, c'est la complexité de la gestion, parce qu'aujourd'hui, on commence à acquérir de la donnée par de plusieurs endroits. Ça veut dire qu'il faut bien canaliser tout ça et bien mettre à jour tout ça. La deuxième, c'est la qualité des données, leur pertinence. On a toujours un mauvais réflexe qui est de dire qu'aujourd'hui, on doit acquérir énormément de données, un maximum d'informations. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a surtout intérêt à récupérer l'information dont on a besoin et dont on peut se resservir. Parce que de l'information, on peut en acquérir facilement, mais est-ce qu'on sera capable de l'exploiter? Est-ce qu'elle a un réel intérêt pour nous? Est-ce qu'en plus, elle n'a pas une durée de vie très très faible? L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, je veux plutôt de l'information fiable et pertinente et que je peux réutiliser que collecter à tout prix de la donnée. La troisième notion, c'est l'accessibilité. Alors, l'accessibilité à plusieurs niveaux. L'accessibilité au sein de l'entreprise, la facilité d'accéder à cette donnée, mais surtout aussi pouvoir y accéder en dehors de l'entreprise. Parce qu'un des gros challenges des entreprises, c'est la mobilité. C'est être capable, peu importe où je me trouve, d'accéder à tout ce dont j'ai besoin. Le petit nouveau qui pose beaucoup de soucis avec cette valorisation des données, pas tant que ça en fait, il nous aide même dans la valorisation des données à mon avis, c'est le RGPD, donc le Règlement général pour la protection des données. Comme vous le savez, c'est un règlement qui est rentré en fonction en mai 2019, 2018 d'ailleurs, et toutes les entreprises devront le respecter en mai 2021. L'idée du RGPD, c'est de se dire aujourd'hui que je garantisse que les données que j'ai collectées, je les ai collectées de la bonne manière et en toute légalité, et que mon client ou la personne qui m'a permis de collecter ces données sache exactement ce que je vais en faire. Le deuxième point qui est aussi important, qui est de dire aujourd'hui, ces données-là, elles ont une durée de vie. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on est capable de faire du ménage dans ces données parce qu'elles ont dépassé leur durée de vie. Et aujourd'hui, de nombreux produits qu'on retrouve sur le marché permettent justement de faire ces mises à jour automatiques. L'autre point, c'est aussi de prendre conscience avec le RGPD que la donnée, au final, ne nous appartient pas, que c'est le client qui nous la prête. Et donc, il faut être le plus clair et le meilleur possible pour qu'il nous la prête le plus longtemps possible et qu'on puisse l'utiliser, qu'on puisse la valoriser. Et l'autre enjeu du RGPD, qui est le 5e point qu'on va retrouver ici, c'est la sécurité. Aujourd'hui, comme le trésor des entreprises, c'est la data, il y a un environnement très hostile qui se met autour de l'entreprise qui cherche à la récupérer. Donc, ça veut dire, on parle bien sûr de cybercriminalité, on parle aussi tout simplement d'arnaque, on parle d'intelligence économique. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, un des enjeux des systèmes d'information et de la valorisation des données et de l'accessibilité aux données, c'est aussi bien se protéger et d'être bien entouré pour savoir bien se protéger et de mettre en place les bons gestes au sein de l'entreprise. L'autre point qui va avec les données et le système d'information, c'est automatiquement la dématérialisation. Un enjeu majeur pour les entreprises. Alors, il y a deux types de dématérialisation. Il y a celle qui est voulue et celle qui est subie.
Les objectifs de la dématérialisation, ils sont simples. C'est simplifier l'accès à la donnée, donc qu'on puisse y accéder le plus simplement possible et que n'importe qui puisse y accéder facilement. C'est faciliter bien sûr les échanges, simplifier le fonctionnement. Les exemples de dématérialisation voulus, on va retrouver la gestion électronique des documents, la GED, ce dont vous parlez Thierry, un CRM, on va retrouver un back-office e-commerce, on va retrouver des systèmes de workflow, on va retrouver pour les salariés pourquoi un système, un SIRH, on va pouvoir dématérialiser les fiches de paye. Ça n'a pas de problème, c'est quelque chose qu'on aura voulu, qu'on aura organisé au sein de l'entreprise. Et après, il y a tout ce qui est la dématérialisation subie. Aujourd'hui, la dématérialisation des marchés publics pour de nombreuses entreprises, ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Donc, on le subit et aujourd'hui, on n'a pas préparé son système d'information pour aller avec. Chorus Pro, qui est le grand sujet de l'année pour beaucoup, pour tous ceux qui travaillent avec des collectivités, où ils se retrouvent à devoir dématérialiser des factures et les mettre sur des plateformes. On va aussi retrouver la notion de facturation client. On a maintenant dans l'industrie ou dans certains modèles économiques, on se retrouve avec des clients qui vous disent non, votre facture papier, j'en veux pas, moi je veux une facture dématérialisée sur tel format pour que je puisse directement l'intégrer dans mon système d'information. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez donc dans la démarche de dire il va falloir que je génère un travail complémentaire pour générer la facture pour ce client-là. Et après, je vous ai mis l'autre exemple qui est le SIV, qui est le service d'immatriculation des véhicules, qui a aujourd'hui tout un système informatisé et dématérialisé qui suit l'immatriculation jusqu'à la destruction d'un véhicule. Aujourd'hui, ça touche autant le concessionnaire automobile que le ferrailleur, c'est-à-dire celui qui va détruire le véhicule. Lui, il n'était pas du tout habitué à dématérialiser. Et il s'est retrouvé dématérialisé. Donc, ce qui est important à voir dans la dématérialisation, c'est qu'il y aura toujours une influence extérieure. Il y aura toujours vous ce que vous voulez. Ça veut dire qu'il va falloir être agile dans son fonctionnement pour faire de ces obligations un avantage. Et donc, du coup, les enjeux d'un projet de SI au sein de l'entreprise, c'est avant tout un enjeu organisationnel. Organisationnel, mais aussi très orienté vers le client. Comme on a pu l'entendre dans tous les témoignages qu'on a eus, c'est qu'aujourd'hui, si on met en place une démarche de digitalisation, c'est aussi pour répondre aux attentes du client et pouvoir mieux le servir. Donc, les enjeux d'un projet de SI au sein d'une entreprise, bien sûr, on va revenir sur la réduction des coûts. Et oui, si je dématérialise, j'imprime moins, j'accède plus facilement, je gagne du temps, et ainsi de suite. L'autre point, évidemment, c'est la personnalisation de l'offre de produits ou de services. Ça veut dire qu'on va être capable de segmenter, d'envoyer l'offre au bon client, ou alors d'avoir une offre complètement personnalisée et sur laquelle on va taper dans le mille. Thierry parlait tout à l'heure d'Amazon, c'est la grande force d'Amazon, de savoir personnaliser l'offre et de pouvoir dire, voilà, c'est exactement ce que tu attends, voilà. Bien sûr, c'est améliorer la qualité de service, la qualité d'organisation, la qualité d'accessibilité. On arrive du coup à un accroissement de la réactivité face à la demande. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir quelqu'un au téléphone, de ressortir dans la foulée une facture client et dire « ouais, je vois votre dossier, je comprends très bien ce qui se passe », au lieu de dire « ah ben attendez, envoyez-moi un mail, je vais regarder et je vous rappelle ». Là, l'enjeu est complètement différent et aussi la perception du client va être différente. Et enfin, c'est avant tout aussi un enjeu humain. Parce qu'aujourd'hui, quand on part dans des chamboulements de ce type-là, il faut organisationnel, il faut embarquer les salariés avec soi et les collaborateurs. Ça veut dire qu'ils sont au cœur du système et c'est à eux, quelque part, qu'il faut vendre cette démarche-là. Parce que s'ils n'utilisent pas le système d'information, s'ils ne remplissent pas correctement un CRM, s'ils n'utilisent pas les informations comme il faut, eh bien, l'enjeu de la donnée et de l'importance de la donnée et la collecte de la donnée, il est perdu. Et la qualité de vos données, elle est moindre. Donc, n'oubliez pas que dans un enjeu de transformation digitale, l'humain a sa place. Et l'humain, il faut réussir à l'embarquer. Donc, c'est pour ça que c'est l'élément important, malgré tout. C'est lui qui va faire ou pas, qui va adhérer au projet et qui va faire qui va vous emporter facilement. Parce que si vous avez l'adhésion de votre personnel, vous êtes sûr que votre CRM sera bien rempli et que vos données seront facilement accessibles et que du coup, vous valoriserez vos données. Je sais que c'est assez abstrait, mais aujourd'hui, c'est des éléments qui sont très importants. Et c'est pour ça que cette digitalisation, cette transformation des entreprises, aujourd'hui,
elle est autant sur du logiciel, sur du personnel, sur de l'organisationnel, et donc aussi avec l'enjeu de valoriser ce qu'on appelle votre patrimoine immatériel, qui est la donnée. Je ne sais pas où j'en suis du timing. J'ai essayé d'être assez bref parce que je sais que 10 minutes, ça passe vite. Avez-vous des questions? Alors, il y a des merci, toujours. Et moi, c'est pas forcément une question, le temps qu'éventuellement il y en ait certaines qui remontent. Moi, c'est juste un complément. Tu parlais d'emmener les collaborateurs avec soi. Je pense que la digitalisation, c'est aussi un outil d'attractivité pour aller chercher des collaborateurs supplémentaires qui viendraient plus facilement vers une entreprise qui aura amorcé sa digitalisation que vers une entreprise qui ne le sera pas. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Et nous, on a eu à accompagner des entreprises industrielles dans ce cadre-là. Parce que c'est un des enjeux aujourd'hui sur les industries, c'est que ce n'est pas très sexy. Et donc, ils ont dû modifier leur communication en prenant en compte un nouveau client qu'ils n'avaient jamais pris en compte, qui était leurs futurs salariés. Pour pouvoir rendre leur métier beaucoup plus attrayant et leur montrer aussi que l'entreprise avait démarré leur transformation digitale. Et aujourd'hui, il faut imaginer que quelque part, dans tout ce qui se passe, le salarié fait partie de la cible des clients. Tout à fait. Il y avait une question qui revenait sur comment concrètement embarquer l'humain. Je pense qu'on pourrait y passer des heures, hein, mais est-ce que tu as un conseil, une méthodologie Alors ça, c'est le problème de l'humain, c'est justement que c'est l'humain, mais je pense qu'il ne faut pas imposer. Je crois que c'est la plus grosse des erreurs. Si on impose quelque chose, l'humain a toujours un phénomène de recul. Il faut éduquer, il faut être bienveillant, il faut l'amener à la réflexion et à proposer des choses. S'il est dans le schéma de la proposition, si vous avez été suffisamment bienveillant avec lui, que vous lui avez donné tous les outils, il y a de fortes chances que l'appropriation du système se fera bien. Si vous imposez… Il faut l'aider à pratiquer aussi. Exactement, c'est l'aider à faire son expérience, lui donner le droit à l'erreur aussi, très très important, lui donner le droit à l'erreur, lui dire tu t'es trompé, c'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Je crois que la bienveillance, c'est le maître mot pour que ça passe bien. Et surtout pas imposer. Vous voyez, ces deux modes qui sont assez radicaux, mais au contraire, je pense que Thierry, tu pourrais en parler sur les expériences de CRM. Ce qui s'est fait dans l'imposition, ça s'est fait automatiquement dans la douleur et ça a rarement marché. Sans compter que le CRM offre un gros avantage, c'est ce droit à l'erreur. On peut se tromper dans un CRM et dans la plupart, on peut rectifier le tir. Donc, il n'y a pas de conséquences graves à se tromper au début. Il ne faut pas se tromper pendant 6 mois d'affilée, c'est tout. Ouais. On peut quasiment se tromper dans tous les projets. Hein. Il n'y a aucun projet qui critique justement en se laissant droit à l'erreur qu'on s'améliore. Alors si, il y a quand même une nature de projet que je connais bien, qui sont les projets ERP. Un projet ERP, lui, si on le loupe dès ses phases de paramétrage initiales, on peut partir dans le mur et on peut être très mal. Donc lui sera une propension à moins autoriser l'erreur. Et là, je parle vraiment de l'erreur des process, des cycles et des paramétrages qui sont liés à ce moment-là à un ERP. Ce n'est pas le cas d'un CRM, c'est moins grave. Dans l'atelier de la semaine prochaine, de toute façon, on a un volet qui concerne l'accompagnement au changement, parce qu'en fait, on est dans une vraie démarche de changement pour les entreprises. Et ça sera évoqué et détaillé aussi dans l'approche humaine, accompagnement au changement de la semaine prochaine. Mais c'est un processus de prendre les collaborateurs sans les braquer et sans les contraindre. Effectivement, c'est des points intéressants. Il y a un autre point qui est intéressant que tu as survolé, qui sera aussi détaillé la semaine prochaine, c'est la cybersécurité. Parce que la data, elle est centrale, on l'a vu, c'est un enjeu important, c'est une valeur importante et il faut pas la vulgariser et au contraire, ça se protège. Donc, ça sera également traité la semaine prochaine. Lilian, je voulais que éventuellement tu nous dises peut-être 2 mots aussi sur la partie formation, notamment par rapport à l'École supérieure du numérique. Alors, tout à fait. Je vais en profiter et je vous laisserai tranquille après. Alors, pour répondre aux besoins du territoire, la CCI du Tarn, avec sous l'égide de 3IEL, le groupe 3IEL,
a mis en place l'École supérieure du numérique, qui propose un parcours complet de formation supérieure en informatique en alternance, je le précise. Donc, on est bien sur de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, de Bac+3 à Bac+5. Ça a été fait vraiment pour correspondre aux attentes du territoire, parce qu'on avait de nombreuses entreprises qui avaient des offres vacantes sur ce type de profil. Et aujourd'hui, on a vraiment travaillé sur cette partie-là. Donc, on a à ce jour 3 diplômes. Donc, un bachelor concepteur de système d'information. C'est vraiment le généraliste aujourd'hui, c'est le couteau suisse, je dirais, de l'informatique. Donc, qui peut correspondre effectivement à tout type d'activité et tout type d'entreprise. Et après, deux Bac+5 beaucoup plus métiers. Un qui est manager de solutions digitales et data. Donc, on revient sur la notion de data. Et un qui est un expert réseau, infrastructure et sécurité. Donc là, vous voyez un petit peu plus où se situent les éléments. Aujourd'hui, nous, il y a une phase de recrutement d'apprentis. Et aujourd'hui, bien sûr, sur ces apprentis, il y a une recherche très clairement d'entreprises qui peuvent les accueillir. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Je vous ai mis les coordonnées de mon collègue Alain Weisset, qui est le directeur de l'école et qui se fera un plaisir de vous expliquer un peu comment ça marche et comment ça fonctionne. Aujourd'hui, il faut être clair, pour nous, c'est essentiel. Et pour les entreprises aussi qui adhèrent à cette école, c'est essentiel pour eux de pouvoir avoir des ressources qui sont dans le territoire. Et à noter aussi que on a maintenant de nombreux apprentis qui viennent en dehors du département et même en dehors de la région pour venir suivre les cours de cette école. Très bien. Et du coup, il y a une seconde démarche un peu dans le même esprit qui est aussi lancée à l'initiative du territoire. Castres-Mazamet, c'est porté par le lycée Notre-Dame. Et je vais laisser peut-être le micro s'ouvrir à Madame Nathalie Elage, qui va nous parler du projet de formation sur le secteur du e-commerce. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, nous, ici, à Notre-Dame, donc, on a, si vous voulez, on a eu aussi le souhait de voir ce qui pourrait correspondre aux besoins du bassin. Et bon, là, avec ce qui nous est arrivé en conjoncture actuelle, on s'est aperçu que le e-commerce était un des besoins qui émergeait. Donc, nous, on a dans notre souhait de carte des formations, de développer le bachelor e-commerce chez nous, qui répondrait un peu à tout ce qui a été dit. Donc, donner de l'appétence à des jeunes, faire connaître ce métier et puis les embarquer dans cette révolution du numérique. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai accepté de venir à ce webinaire et de présenter un peu notre projet. Voilà, donc c'est un bachelor qui correspond donc au e-commerce et qui a pour vocation ou objectif de développer donc le e-commerce, le m-commerce et tout ce qui a été expliqué par les différents intervenants. Voilà. Du coup, on pourra faire passer des informations il y a un questionnaire qui sera également transmis. Donc, on pourra faire passer ces informations à l'issue de ce webinaire. On le refera également au webinaire de la semaine prochaine parce que c'est 2 formations qui méritent d'être quand même présentées et qui peuvent trouver un intérêt auprès des entreprises. Donc, c'est intéressant. En tout cas, merci pour cette intervention et cette démarche. Super. Merci à vous de nous accueillir. Et puis, tout ce qui a été dit, c'est surtout très important pour que les jeunes puissent entendre tout ça et donner de l'appétence à ce métier. Parce que c'est vrai que nous, parfois, on a du mal, on est très scolaire et on a du mal à bien expliquer les besoins du bassin et surtout les futurs emplois qui pourraient être développés. Voilà. Donc, s'il y a des entreprises qui souhaitent venir sur le site pour expliquer les futurs jobs, on va dire, ça serait bien. On le fera passer, effectivement. On remontera les retours des entreprises, aucun problème. Ok. Donc, voilà. Pour ceux qui nous rejoindront la semaine prochaine, on passera sur un volet un peu plus méthodologique avec l'accompagnement justement à cette phase de transition et puis également les dispositifs de financement parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui d'outils, de coûts, certainement maîtrisés, raisonnés, mais effectivement, il y a aussi toute une
une problématique du financement qui va derrière. Et il faut savoir que voilà, la transformation digitale, c'est une préoccupation des pouvoirs publics tels que la région, la BPI, et c'est des organismes qui pourront aussi venir en cofinancement de nombreux de vos projets. Donc, on n'en dit pas plus, mais ça fera partie des points importants de la semaine prochaine. Voilà, je ne sais pas si on conclut, mais en tout cas, moi, pour ma part, c'était très clair et je remercie les intervenants et les différents partenaires.